Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes autres contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, une grosse pointe de philo aujourd'hui d'ailleurs. Je parle de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore aujourd'hui pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. C'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens nombreux qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Pardon pour tous ceux que j'oublie qui sont venus en MP, vous êtes nombreux, mais un grand merci à Anthony, Nori, Xavier, Clément, Stéphane, Max, Guillaume, Yannick, Anatole, Alpha, David, Victor, Nada, Anto et Yves. Un grand merci à vous tous. Nous sommes 4085 sur YouTube, on a dépassé les 4000 abonnés depuis quelques temps. Voilà, c'est stylé. Lentement mais sûrement, chaque contenu fait autour sur YouTube en tout cas entre 1000 1500 vues, donc c'est vraiment trop bien. Merci encore pour tout ça. Si vous ne me suivez pas sur YouTube, si vous m'écoutez sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à venir sur YouTube parce qu'il y a non seulement les podcasts qui sont filmés, je le rappelle, si vous avez envie de me voir en live. Je sais pas si ça apporte grand-chose, en tout cas, mais maintenant j'ai pris l'habitude de me filmer, donc n'hésitez pas à venir voir ça. Et je vous publie aussi pas mal de vlogs, de contenus, des vidéos, des événements qu'on fait. Je vais vous en parler encore dans les petites news, mais voilà, il y a plein de trucs sympas, donc n'hésitez pas à venir sur YouTube. Nous sommes à 430 notes sur Apple Podcast. Merci beaucoup à vous, 2 notes 5 étoiles de plus. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, où nous sommes 9547. Les 10 000 abonnés se font désirer, vraiment. Donc, n'hésitez pas. C'est ce qui m'aide aussi à avoir des plus gros invités pour une vie de liberté et à montrer un peu les muscles, hein, parce que, ma foi, il y a quand même une part de ce qu'on appelle les vanity metrics, les chiffres qui parlent, et un compte Instagram à plus de 10 000 abonnés, c'est quand même stylé, on va pas se mentir. Donc si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Insta, et n'hésitez pas à me rejoindre non plus sur Insta, parce que j'y partage du contenu tous les jours. Donc encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter tous les épisodes, c'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la rubrique news, et les news cette semaine, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, je reviens du Maroc. On avait organisé notre mastermind moto, le Freedom Bike Tour numéro 3. Ça avait lieu au Maroc, justement. On était dans les montagnes de l'Atlas. Que dire, à part que c'était un voyage totalement dépaysant, totalement incroyable. On a pris les routes que ne prennent pas tous les touristes habituellement. On a fait beaucoup de pistes, on est allé dans des villages reculés. On a dormi à Imilchil, pour ceux qui connaissent, une petite ville de presque 10 000 habitants tout de même, à plus de 2200 mètres d'altitude dans l'Atlas. C'était juste féerique. Donc je fais un gros bisou à tous les copains qui étaient là, qui ont partagé ces moments ensemble. On était 21 en tout, j'ai emmené mon papa aussi avec moi, qui a vécu sa meilleure vie sur la bécane. C'était vraiment trop bien de pouvoir partager ça aussi avec mon père, avec les potes, avec Ben aussi, hein, parce que Ben, il me regardait partir en voyage avant, quand on avait notre ancienne boîte. J'avais fait 2 voyages, hein. J'avais fait l'Inde et le Sri Lanka avec Vintage Rides, avec l'organisme avec lequel on est parti. Et voilà, c'était lui qui faisait tourner la boutique. Et puis inversement, hein, parfois il partait en voyage
Et c'est moi qui faisais tourner la boutique. Aujourd'hui, on peut partir ensemble, partager ces moments ensemble. Bien sûr aussi avec mon Yann, des Gentlemen Investisseurs, mon binôme, pour ceux qui m'écouteraient que sur Une vie de liberté, sur mon second podcast, les Gentlemen Investisseurs. J'organisais ça avec Yann. Et on a aussi vécu notre meilleure vie tous ensemble. C'était des moments fantastiques. Et avec tous les participants, ceux qui reviennent à chaque fois, plus les petits nouveaux, c'était juste fou. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai ramené plein de vidéos de cet événement. Et vous pourrez le voir mercredi sur la chaîne YouTube à 18h. Sort le vlog de ce voyage au Maroc. N'hésitez pas à aller le regarder. J'ai essayé de vous ramener vraiment des belles images, de vous faire vivre ces moments-là. J'ai filmé un petit peu chaque jour. C'est comme si vous alliez vivre le voyage avec moi. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça et puis à venir aussi. Alors bon, vous faites peut-être pas de moto, mais je vais vous parler des autres événements. N'hésitez pas à venir nous rencontrer parce que Une vie de liberté, c'est mon podcast 100% gratuit où je partage du contenu. Et je le fais tous les 15 jours et j'adore ça. C'est vraiment passionnant de pouvoir partager avec vous, partager mes réflexions. Et ça va être encore un beau podcast. J'espère qu'il vous plaira en tout cas celui-ci, mais on va vraiment prendre le temps de discuter ensemble. Mais la finalité de tout ça, c'est quand même de se rencontrer, de se voir dans la vraie vie et de passer ces moments, de vivre ces aventures ensemble parce que voilà, ça part d'auditeurs, de gens qui nous écoutent et ça devient des potes après et c'est fantastique. Donc en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, vous verrez ça dans le podcast, dans le vlog, mercredi soir. On a la nouvelle émission, Nouveau Départ, qui est sortie la semaine dernière. Donc, au moment où vous allez écouter ce podcast, elle est sortie mercredi dernier sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. Donc, c'est mon 3e podcast maintenant. Nouveau Départ, c'est avec Fabien. C'est un podcast qui est dédié uniquement au développement personnel. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais bon, maintenant, Fab, vous commencez à le connaître. C'est un ami au départ. C'est d'abord mon coach PNL et après, c'est devenu un ami. Et aujourd'hui, voilà, on a créé Nouveau Départ. Ça sort une fois par mois en public et une fois par mois sur notre plateforme privée sur Patreon. Et encore une fois, l'épisode est sorti la semaine dernière. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est après 3 émissions, on arrive à se caler et c'est vraiment le genre de contenu que j'ai envie de faire. Donc vous allez voir ça et qu'on a envie de faire tous les deux. C'est vraiment cool. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on a sorti une nouvelle formation, Fab et moi, qui s'appelle « Faites tes rêves une réalité ». C'est pour vous apprendre à vous fixer un objectif. Voilà, peut-être un objectif que vous avez en tête, auquel vous n'osez pas rêver. Ça peut être atteindre l'indépendance financière, ça peut être changer de métier, ça peut être... vivre libre ou tout ce que vous voulez, vous n'y arrivez pas, cette formation, elle est là pour vous aider à vous fixer un objectif et à l'atteindre. Donc, vous avez le lien dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à aller voir ça aussi. C'est une formation qui, aujourd'hui, la première formation qu'on a fait qui s'appelle « Vivre enfin libre », c'est vraiment le socle de tout, c'est vraiment la base. C'est une formation qui est longue, il y a de l'engagement. Voilà. Quand on la prend, il faut vraiment s'y mettre et la faire, donc elle est un peu plus chère. Maintenant, les autres formations, ce sera tout des satellites qui vont graviter autour de celle-ci et elles sont beaucoup moins chères, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et vous avez toujours 10% si vous faites partie du Patreon. Et puis bien sûr, on a la 3e pierre angulaire de ce qu'on fait avec Fab, c'est les coachings intensifs. Le premier aura lieu le 23 et 24 novembre. On est quasiment complet. Si je dis pas de bêtises, il reste 1 ou 2 places. Si jamais vous avez envie de venir nous rencontrer, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Pareil, vous avez tous les liens dans la description. La soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs au cabaret Le Lion Rouge, elle est complète. Voilà, ça y est, on est full. On est à 160 personnes. On sera 160 investisseurs, 160 auditeurs du podcast, amis, personnes qu'on connaît, personnes qu'on ne connaît pas encore, à partager cette belle soirée. Ça va être incroyable là aussi. J'ai vraiment hâte qu'on vive ce moment ensemble. Je rappelle, le dress code, c'est classe. Donc on s'habille bien, voilà. Tout le monde sera bien habillé. Ça va être juste fou. Donc voilà, on est complet. Allez, si jamais vous n'avez pas pris votre place et que vous regrettez, peut-être qu'en poussant les murs, je peux arriver à négocier 165. Donc potentiellement, il y aurait peut-être 5 places de plus si vous êtes dégoûté. Envoyez-moi un message sur Instagram, je verrai ce que je peux faire. Mais je me suis déjà fait engueuler pour arriver à 160, mais voilà, c'est pour la communauté, c'est pour nous. Je pourrais essayer de pousser à 165. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, mais sinon, on est complet. Je voulais vous parler de la parenthèse indépendance. Donc le vlog est sorti aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai trouvé ce vlog vraiment trop bien. C'est le point de vue des coachs. Vous avez sur le podcast des Gentlemen Investisseurs l'interview de tous nos coachés de la dernière parenthèse. Donc si vous manquez ça, peut-être pour vous décider, pour venir nous rejoindre, n'hésitez pas à aller voir ces contenus. Parce que pour moi, encore une fois, je vous le disais au début, c'est
c'est la quintessence de tout ça. C'est trop bien si vous êtes auditeur d'une vie de liberté depuis longtemps, mais n'hésitez pas à venir nous voir parce que c'est ça qui rend les choses vraiment réelles et qui aide vraiment à passer à l'action. Moi, il y avait plein de gens du domaine du podcast, ou pas d'ailleurs, hein, que j'admirais, que j'avais envie de rencontrer. Aujourd'hui, j'ai quasiment rencontré tous les gens que j'admirais vraiment, et on se rend compte que c'est que des humains. Voilà. Et que c'est ce qui peut aussi nous permettre d'atteindre nos objectifs, de voir qu'ils ont 2 bras, 2 jambes, comme tout le monde. Donc venez voir que j'ai 2 bras et 2 jambes avec nous, si ça vous dit. La parenthèse indépendance, donc c'est la prochaine édition est complète, hein, celle de décembre. Mais on a toujours quelques places pour celle de janvier, qui aura lieu du 17 au 19 janvier. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai encore quelques petites news, mais qui sont importantes. C'est que notre Bourama, notre pote qui nous fait le mastermind MMA chaque année, qui nous coach, qui est combattant pro de MMA, qui est peut-être dans les 15 meilleurs français, a gagné son combat à l'Hexagone. Voilà, vendredi dernier, on est très très fiers de lui. Et voilà, c'est fantastique, d'autant plus qu'avec Yann, on sponsorise Bourama. Et à partir de l'année prochaine, on va passer à un nouveau step, puisqu'on va le sponsoriser mensuellement. Concrètement, lui verser un petit sponsoring, presque un petit salaire tous les mois pour lui permettre de lâcher son taf et de se consacrer à 100% au MMA. Et ça, on le finance avec un mastermind LCD qui aura lieu le 15 et 16 février. Donc tous les bénéfices de ce mastermind seront reversés chaque mois à Bourama pour lui permettre de se consacrer à sa carrière. Ça va être un mastermind exceptionnel. Il y aura moi-même, bien entendu. Je vais vous parler de LCD à thème avec notre LCD Escape Game qui arrive très bientôt. Il y aura Yann qui va vous parler de sous-location. Il y aura Xavier qui va vous parler de Airbnb, autre partenaire. Xavier qui a un parcours incroyable. Il y aura notre Jérémy que vous avez eu sur le podcast privé qui va vous parler aussi de LCD à thème. Il y aura bien entendu Bourama qui va vous parler du courage qu'il faut pour rentrer dans une cage. Parce que je ne sais pas si vous vous imaginez rentrer dans une cage de MMA, mais sur une vie de liberté, je dis pas de gros mots. J'en dis dans la vraie vie quand même. Et là, j'en dis pas, mais il faut des sacrés, vous avez compris, pour pouvoir rentrer dans une cage de MMA. Et aussi, parfois, pour faire un crédit, pour investir, pour prendre des risques. Donc, Bourama va nous faire des parallèles avec ça. Et il y aura Alexis, Alex, son coach mental, Alex qui fait partie de la team sur les parenthèses indépendance, qui sera là aussi avec nous. Donc ça va être incroyable. On a vendu les 2/3 des places. Je remercie infiniment tous les gens qui viennent parce que non seulement on va vous satelliser sur la LCD, on va vous en mettre plein la tête pour vous aider à cartonner, mais non seulement vous faites un truc vraiment bien. Il y a une part de give back en fait. Moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu depuis que j'ai quitté la rat race. Ça va faire 5 ans bientôt. C'est incroyable à quelle allure c'est passé. Ça va faire 5 années, j'en reviens pas. Et j'ai l'impression que j'ai reçu énormément et ça permet de rendre aussi un petit peu, voilà, moi, à mon tour, à ma manière, hein, comme disait Pierre Rabhi dans le dernier podcast, j'en parlais, il ne le disait pas dans le dernier podcast, mais comme disait Pierre Rabhi et que je rappelais dans le dernier podcast, comme le colibri, je fais ma part, j'ai l'impression de faire un peu ma part, voilà, modestement, en rendant un peu de ce que j'ai reçu. Et si vous voulez participer à ça et vous aussi rendre un peu, n'hésitez pas, vous faites un truc vraiment cool. Et voilà. Et donc, en parlant de MMA d'ailleurs, la nouvelle édition de notre Mastermind MMA pour la 3e fois, il n'aura pas lieu au Maroc cette fois-ci parce qu'on s'est fait prendre pour des Américains et je crois qu'ils ont oublié qu'on était auvergnats à l'origine. Donc ça aura lieu à Alès. On va dormir au même endroit que là où on dort pour le karting, chez Mélanie, dans une villa magnifique. Ça va être un moment incroyable, ce MMA. Il y a un invité surprise aussi qui sera avec nous, donc ça va être très très cool. Ça a lieu du 25 février au 2 mars. J'ai pas encore sorti les places, ça va bientôt sortir sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, mais ça va être encore exceptionnel. Et puis la dernière news dont je voulais vous parler, c'est le Mastermind Esprit Foncier. Ça aura lieu, c'est notre Mastermind qui est dédié justement à la division foncière et aux marchands de biens, que j'anime avec mon associé, avec Ben, l'homme de l'ombre, qui est même plus tellement dans l'ombre que ça aujourd'hui. Ça aura lieu le 4 et 5 avril. J'en parle tout de suite parce qu'il y a déjà la moitié des places qui sont parties pour ce mastermind. Je prends que 8 personnes, enfin on prend, Ben et moi, que 8 personnes à chaque fois. La prochaine édition a lieu au mois de décembre, elle est complète. Et celle qui suit aura lieu seulement les 4 et 5 avril 2024, c'est dans longtemps. Donc si vous avez envie de vous lancer en marchand de biens avec 2 vrais marchands de biens qui font vraiment les choses dans des régions de campagne, voilà, il y a du marché, il y a des choses à faire, il y a de l'argent à gagner aussi à la campagne.
Et tout ça en gardant une vie libre, et Dieu sait qu'on va en parler dans ce podcast de la vie libre. Si ça vous intéresse de le faire avec nous, n'hésitez pas. Donc voilà, news riches et nombreuses, mais enfin c'est important quand même, c'est aussi mon petit moment qui me permet tous les 15 jours de caler un petit peu là où on en est. Et je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Et je vous propose de passer au retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et on a parlé de diète d'information. C'est un podcast qui m'a fait très plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais traiter ce sujet. On en avait parlé beaucoup en filigrane sur des épisodes d'Une vie de liberté, mais on n'avait jamais fait un épisode dédié à ça. Et franchement, ça vous a beaucoup plu. Vous avez été hyper nombreux à me faire des retours, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur Instagram. Donc encore une fois, j'ai pas pu noter tout le monde. Et puis j'étais au Maroc en plus, donc quand le podcast est sorti. Donc j'ai découvert vos messages un peu plus tard là-bas aussi. J'ai fait la diète d'information pour le coup. Et voilà. Et c'est un podcast en tout cas qui vous a plu. On va prendre vos messages. On a un premier message de Max. Max qui me dit « Merci tonton. À mon niveau, ma résolution, suite à l'écoute du podcast pour réaliser une diète d'infos est de désinstaller Instagram et TikTok. Des réseaux sociaux où tu scrolles plus facilement, contrairement à YouTube où tu vas généralement chercher et choisir ton contenu. » Alors, je ne peux que te donner raison, Max. Alors avant, abonne-toi à l'Instagram d'Une vie de liberté quand même. Mais, mais après, tu peux tout couper. Non, plus sérieusement, TikTok, c'est une appli où je ne vais pas du tout. J'ai essayé à un moment de suivre un petit peu la tendance et de faire un défi où j'avais fait 30 réels en 30 jours pour voir un peu ce que ça donnait. J'ai quasiment atteint les 1000 abonnés sur TikTok. Et voilà, à part la cassosserie de Cassosland, j'en ai retiré aucun bénéfice. Ça ne se convertit pas en auditeur du podcast, ça ne se convertit pas en client pour nos événements, par exemple. Donc, je vois pas l'intérêt, si ce n'est de recevoir sous les vidéos des messages genre « va te couper les cheveux ». Et plus on me dit ça, plus j'ai envie de les faire pousser. Donc, voilà, aucun intérêt, quoi. Ensuite, pour Instagram, c'est quand même différent, Instagram, parce que c'est un réseau social, j'ai l'impression, en tout cas, à mon sens, un peu plus adulte, un peu plus mature. Et encore une fois, il faut se méfier avec le scrolling. On en rigolait avec Mika, donc Mika Objectif Vivre Libre sur Instagram, justement. Mon pote Mika, qui était avec moi au Maroc, et de notre feed Instagram qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait. Moi, sur Instagram, je partage du développement personnel, du marchand de biens, de l'investissement. Et mon feed Instagram, mon Explorer, quoi, c'est des gens qui ont des tatouages, alors que je n'ai pas de tatouage. J'ai rien contre les tatouages, mais je suis pas très tatouage. Pourtant, j'ai ça. Des trucs de muscu et de crossfit. Alors, pour le coup, voilà ça. Des voitures. Alors, en tout cas... Peut-être que c'est le contenu que je consomme, finalement, les tatouages, j'arrive pas bien à comprendre. Mais, et Mika, pareil, c'était du contenu complètement décalé. Donc, faut pas trop tomber dans l'Explorer. Faut faire vraiment attention. Et ça fait du bien aussi, cette diète d'infos, parfois. Et je suis d'accord avec toi sur le contenu de qualité sur YouTube qu'on va chercher quand on est abonné aux chaînes qu'on kiffe. On peut vraiment aller que dans son onglet abonnement et voir que les trucs où on est abonné. Donc voilà, mais ouais, effectivement, la diète de réseaux sociaux, parfois, elle fait du bien. Moi, je dis souvent que c'est pas un mal nécessaire parce que j'ai plaisir à être sur Instagram. Si j'avais pas plaisir, je le ferais pas. Mais voilà, parfois je suis d'accord avec toi que ça saoule. En tout cas, quand on ne produit pas de contenu vraiment et qu'on fait que le consommer, il faut faire attention. Ouais. On peut vite se faire bouffer par Insta. On a un petit message d'Olive. Olive qui me dit « Vu le temps que je passe à t'écouter, je te considère alors comme une de mes 5 personnes de mon entourage. Niveau info, moi aussi je n'écoute plus rien. Je pensais comme toi pour Renaissance, un vrai boulet. Anecdote, une fois je rentre dans un magasin et le vendeur m'a dit « Triste journée aujourd'hui ». J'ai répondu « Ouais, il fait gris mais le soleil est prévu pour l'après-midi ». L'après-midi, j'apprends qu'il y a eu des attentats. Bref, encore une boulette. J'avoue auprès de mon entourage que je m'en fous des infos, les médias veulent vendre et pour cela dramatisent énormément. C'est un peu comme les titres putaclic sur YouTube et autres. Oui, on suit les infos fiscales et législatives pour ne pas perdre le fil. D'ailleurs, les seules infos fiables, selon moi, ce sont les infos sportives. Les scores sont toujours les bons, au plaisir. Donc merci à toi, mon petit Olive. Effectivement, il faut accepter que quand on fait une diète d'infos, parfois on passera pour un hurluberlu ou pour un mec complètement à côté de la plaque. Ton anecdote sur les attentats, malheureusement, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est parfaitement incroyable parce que c'est des choses qui ont pu m'arriver par le passé.
Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Voilà, tu avais le droit aussi d'avoir coupé ton téléphone ou d'être en train de bosser et de la prendre plus tard. Donc, il y a bien un moment où tu vas la prendre. Donc, c'est pas très très grave. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que sur les chaînes d'infos, c'est pour vendre de la pub, c'est pour vendre du temps de cerveau disponible, c'est pour vendre de l'espace publicitaire. Donc, on dramatise, on en rajoute, on est putaclic. Je le vois. Ces derniers temps, il y a quand même des choses qui me sont venues sur YouTube. Alors, c'est plus des analyses de YouTubeurs que je suis sur ce qui se passe à la télé, sur, par exemple, le conflit qui a lieu en ce moment au Proche-Orient, où on voit que dans des émissions de télé, tout est polarisé, en fait. Et c'est dur d'avoir une information qui soit parfaitement objective, et c'est hyper compliqué. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ça vaut le coup, quand on décide de s'informer sur quelque chose, de prendre plusieurs sources d'informations et d'essayer de trouver des sources d'informations qui soient impartiales et qui délivrent l'information sans forcément prendre parti pour pas nous donner du prêt-à-penser, quoi. Voilà, c'est tout ce contre quoi je me bats, voilà, le prêt-à-penser packagé, où c'est le dernier qui parle qui a raison, en fait. Donc, faut être prudent avec tout ça. En tout cas, merci à toi, Olive, et j'avoue, un score de match de foot... C'est difficilement contestable. Pardon. On a un message d'Anatole. Anatole qui me dit « La scène où tu coupes le fil de la télé, je claque des barres. Après moi, la télévision, je regarde 0 chaîne ou quoi. Par contre, j'ai un lecteur Blu-ray et j'adore chiner les petits classiques à 2,50€ et me les faire en Blu-ray de temps en temps. Ou Canal+, pour le rugby, uniquement. Sinon, jamais aucun programme. Je n'ai pas Instagram ou quoi, j'ai supprimé l'appli il y a 1 an. Et j'avoue parfois que dans les moments de bald, je la réinstalle pendant 1 heure et j'en sors encore plus blasé. C'est clairement mauvais pour l'esprit, je pense. Après, mes parents étaient séparés et chez mon père, on n'avait pas de télé. Chez ma mère, on l'avait et j'aimais bien ce mix équilibre avec 1 semaine sans rien et 1 semaine avec. Effectivement, moi, j'ai pas de télé à la maison. J'ai un grand écran qui se déroule, tu vois, qui descend du plafond avec un projecteur. J'ai un Chromecast, donc je peux mettre Netflix ou des programmes ou Amazon Prime sur mon téléphone. Ou la PlayStation ou la Switch, tu vois, et me la balancer sur l'écran. Mais j'ai pas les programmes télé, donc ça fait vraiment du bien, je te rejoins là-dessus. Après, quand je disais ça, c'est vraiment la diète d'infos, c'est pas la diète de film ou d'écran. Un film, ça reste du contenu créé, il y a un réalisateur, il y a un message, il y a même si c'est un nanar, mais en tout cas, on choisit de mater ce film à ce moment-là, il y a du choix derrière, c'est pas de se mettre devant la télé et de subir. Et c'est ce que tu dis avec Insta, en fait, hein. Quand tu le réinstalles, tu te mets sur ton feed, et là, ça revient à quand il y a 15 ans, 20 ans, tu te posais devant la télé, tu l'allumais et tu zappais sur les chaînes en bouffant du contenu sans avoir une idée précise de ce que tu voulais regarder. Instagram, finalement, en swipant, tu vois, ou en regardant ton Explorer, tu retombes là-dedans. Effectivement, je suis d'accord avec toi que ça peut être mauvais pour l'esprit, suivant les sources d'informations que tu vas regarder. Si dans ton feed, t'as que des mecs qui te montrent des vies incroyables, des montres de luxe, des voitures de luxe, des appartements de luxe, et que ça te donne une mauvaise image de toi, alors que, encore une fois, et on va en parler longtemps dans ce podcast aujourd'hui de tout ça, si les gens les plus riches étaient les plus heureux, ça se saurait. J'en viens à croire que passer un certain seuil, bien sûr, au moment où tu as un toit au-dessus de la tête, tu peux te vêtir, tu peux te déplacer comme tu veux, et avoir de l'argent pour faire tout ce que tu veux, si tu veux aller au ciné, au resto, que tu ne sois pas limité par ça. Après, le bonheur, c'est une question de choix derrière. Parce que je connais des gens qui ont une indépendance financière, tu vois, j'ai pas envie de dire light, mais l'indépendance financière qui commence bien, tu vois, à 2000, 3000 euros par mois, qui sont tellement plus heureux que d'autres mecs que je connais, qui sont à 15, 20 000, et qui sont un peu esclaves de tout, et qui se rendent pas compte de la chance, du bonheur qu'ils ont. Ils ont déjà des voitures incroyables, des maisons incroyables, mais en regardant ça, ils rêvent de maisons encore plus folles, de voitures encore plus folles. Et il y en a vraiment pour toutes les bourses, quoi. Tu vas te rendre compte que quand tu t'es payé la Porsche à 70 000 euros, tu vas viser la Lamborghini à 150 000. Le mec qui a la Lamborghini à 150 000, il rêve de celle à 300 000. Celui qui a la Lamborghini à 300 000, il rêve de voiture à 1 million d'euros. Et à la fin, personne n'est content, tu vois. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset, de philosophie, de pas vouloir toujours plus. Et c'est ce qui peut faire mal avec les réseaux. Alors j'ai pris un exemple de voiture, mais t'as compris. D'avoir toujours de la gratitude. J'avais fait un podcast là-dessus, sur le sentiment le plus puissant, la gratitude. Quand tu ressens de la gratitude, tu peux pas ressentir de haine, de jalousie en même temps. C'est impossible. C'est un sentiment qui chasse tous ces autres sentiments-là. Et
c'est bien d'exercer sa gratitude pour tout ce qu'on a en ce moment, même si ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rêver de plus, mais il faut aussi parfois se satisfaire déjà commencer par se satisfaire de ce qu'on a. Et Instagram, je le reconnais, ça aide pas beaucoup à ça, parfois. Donc encore une fois, un grand merci pour ton message, Anatole. Et c'est rigolo parce que chez nous, c'est la même chose. Il n'y a pas la télé chez papa et il y a la télé chez maman. Et tu vois, mes enfants, ça leur manque pas du tout ici. Et je pense que, comme tu dis, ça permet aussi d'avoir parfois les deux points de vue, faire la diète d'infos une fois par semaine et de se faire sa propre idée aussi des choses. Et on a un dernier message de David qui nous avait permis d'avoir Dominique Gibert dans le podcast. David nous dit « Salut Tony, je suis journaliste et je suis 100% d'accord avec toi. Ça fait des années que j'applique des pratiques similaires. » Comme quoi. J'en profite pour partager une petite métaphore. Pour moi, il y a une grosse différence dans les médias d'actualité et les médias d'information. Donc là, on a un vrai point de vue de journaliste. Les médias d'actu, c'est comme le fast-food. Des petites déclarations non vérifiées, un nombre de morts, la vie d'un chroniqueur, etc. C'est facile à faire, facile à consommer, mais ça n'apporte pas grand-chose à ton cerveau, bien au contraire, car il peut se faire manipuler beaucoup plus facilement. Les médias d'information, c'est de la bonne cuisine. La recherche des faits, de la vérité, une analyse plus approfondie, le suivi d'un témoin fort. Ça demande un peu plus de recherche, mais ça développe tes connaissances et ton ouverture sur le monde. À partir de là, il faut connaître ses goûts pour déterminer les centres d'intérêt sur lesquels on veut s'informer. Ensuite, on sélectionne les meilleurs cuistots pour nourrir son esprit. Les exemples de médias d'information, les livres, Arte, des magazines hebdomadaires ou mensuels, à sélectionner car il y a des extrémistes de tous bords, on est d'accord. Quelques émissions, il nous cite Cache Investigation par exemple, des bons podcasts ou de bonnes chaînes YouTube. Moi aussi, alors je suis d'accord avec toi sur ces médias-là, les livres, j'en suis entouré, tu vois, autour de moi. Arte, je regarde plus la télé, donc ça serait mentir de dire que je regarde Arte. Cache Investigation, j'avais été déçu une fois parce que j'ai trouvé que c'était très à charge et justement très orienté politiquement. Mais je vois ce que tu veux dire, en tout cas je suis d'accord avec toi. Moi je suis plus bon podcast ou bonne chaîne YouTube là-dessus et en essayant de choisir les bonnes personnes, tu vois, celles qui restent impartiales. David nous dit, pour l'AFP, très bonne astuce, c'est effectivement de l'actu, mais avec un réseau de journalistes aux quatre coins du monde qui travaillent bien et de façon assez neutre. Je salue aussi l'un de tes derniers conseils, si je me souviens bien, rester curieux et oser se confronter à des informations et des avis qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on pense. C'est ainsi qu'on peut évoluer, développer son opinion et même accroître sa bienveillance sur certains sujets. Bref, merci pour ton contenu de haute qualité. Merci à toi David, ça me touche, surtout venant de quelqu'un dont c'est le métier. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le dernier conseil que j'avais donné. C'est pas facile, même pour moi, parce que quand on a une idée plutôt libérale de la chose, parce que voilà, moi, je suis un investisseur, je suis pour la liberté d'entreprendre, liberté de faire, liberté de travailler 7 jours sur 7 si t'en as envie, tu vois. Je vais aussi regarder des contenus d'autres personnes pour avoir leur point de vue, pour voir comment elles pensent, comment elles réfléchissent, en me disant, après tout, c'est leur perception des choses, et essayer de comprendre pourquoi elles ont cette perception, c'est vraiment pas facile parfois. Mais en tout cas, ça permet de mieux connaître les gens qui ont des idées opposées à nous aussi, de les comprendre d'une certaine façon, comprendre pourquoi ils pensent comme ça, plutôt que continuer à alimenter son propre moulin. Voilà, ça me coûte parfois de le faire, mais en tout cas, c'est un conseil que j'applique et que je fais, d'aller voir comment pensent des gens qui ont une pensée opposée à la mienne. Je peux prendre un exemple, la chaîne YouTube Eureka, par exemple, l'animateur, alors, on va dire que je le fais exprès, mais je me souviens plus de son prénom, voilà. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos de cette chaîne YouTube, qui est une chaîne d'économie. L'animateur, il était trader par le passé, et il a un point de vue qui est clairement à gauche toute sur l'économie. Et je regarde quand même, voilà, même si moi j'ai plutôt un côté libéral. Forcément, quand on est entrepreneur, on rêve plus d'un côté libéral que d'un côté tout social, forcément. Mais je m'efforce de regarder ce contenu-là pour comprendre les démarches. Et j'entends pas que des bêtises, bien entendu. J'entends des arguments avec lesquels je suis d'accord, d'autres avec lesquels je suis pas d'accord. Mais ça permet de comprendre le point de vue de l'autre. Et c'est intéressant. Plutôt que d'aller regarder que des contenus indépendance financière, liberté financière, développe ton patrimoine, développe ton business, qui sont super cool, que j'apprécie énormément.
mais voilà, qui parfois ne font que alimenter le moulin dans un sens. Donc ça peut être aussi très intéressant de comprendre un autre point de vue. Il y a un podcast d'ailleurs qui est très intéressant là-dessus, où il y a Bazinga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je crois qu'il a un podcast qui s'appelle Bazcast. C'est un gars qui fait de la muscu au départ et qui est forcément entrepreneur avec un point de vue sur les choses plutôt libérales et qui reçoit Eureka sur sa chaîne YouTube, justement, sur son podcast Bazcast. Et il lui oppose vraiment ces deux points de vue, deux visions du monde qui s'opposent. Et c'est très intéressant et je trouve que c'est vraiment bien à lui de l'avoir invité. Parce que pour une fois, c'est pas un invité, c'est pas encore un entrepreneur, quelqu'un qui entreprend. Alors, c'est un entrepreneur aussi, Eureka, puisqu'il a sorti sa chaîne YouTube, mais c'est quand même des modèles différents. C'était très intéressant, en tout cas, de voir ces points de vue s'opposer, même si parfois j'ai grincé des dents. Mais c'était quand même relativement intéressant. Donc voilà, hein, après 30 minutes de podcast, je pense qu'on peut passer au sujet du jour. Je voulais encore vous remercier pour tous les gens qui mettent des messages. Franchement, c'est trop bien. Ça permet d'animer cette rubrique et je suis à chaque fois vraiment content d'avoir vos points de vue. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et c'est cool aussi quand j'ai des points de vue qui s'opposent. Ça permet qu'on réfléchisse et qu'on avance ensemble. Et donc, je vous propose qu'on passe au sujet de la quinzaine. Et cette semaine, je vais vous parler du manuel d'Épictète. Alors, ne fuyez pas, ça y est. Tonton va parler de philo, ça me saoule, je me tire. Non, vous allez voir, ça va être trop bien, ça va être très pratique, ça va être des choses qu'on va appliquer à la vraie vie. Et vous allez voir, ça va être trop bien. Alors, pourquoi déjà j'ai eu envie de vous parler de ce sujet ? Pourquoi ? Parce que ça fait des années, j'avais marqué des mois dans mes notes, mais ça fait pas des mois, ça fait des années que j'ai envie de vous parler de stoïcisme. Mais j'ai toujours des complexes pour parler de ça parce que je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un prof de philo et j'ai eu 9 au bac en philo. Je ne comprenais rien, c'était pas mon truc à l'époque et j'ai eu un prof qui s'est bien chargé de me faire comprendre que la philo était une matière d'élite, réservée à une élite et que j'allais rien comprendre. Alors que la philo, quand on la prend du bon côté, et en tout cas le stoïcisme, moi comme je le vois avec ma modeste expérience, c'est quelque chose qui peut nous aider à être vraiment plus heureux. Et si on m'avait expliqué ça du départ, je pense que, voilà, encore une fois, mon prof de philo, je pense, n'était pas quelqu'un de très heureux, et il voyait ça d'un côté blasé, à mon avis. Et je trouve ça dommage, parce que c'est rendre élitiste quelque chose qui, à l'origine, est conçu pour rendre les gens plus heureux et rendre le monde meilleur. J'ai toujours du mal à comprendre ça. Pourquoi intellectualiser à tout prix des choses qui sont faites, pour le coup, pour le stoïcisme, par le peuple, d'une certaine façon, pour le peuple. Donc voilà, et le stoïcisme que j'ai découvert, je pense, ça fait une dizaine d'années, vraiment, on va dire, autour de 2014, quelque chose comme ça, c'est une philosophie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait énormément de bien. Et voilà, j'ai eu envie de vous en parler parce que moi, c'est une philosophie qui m'a touché. Et c'est de cette façon-là que je vous en parlerai avec le cœur. Donc, vous me pardonnerez toutes les approximations que je ferai sur le sujet. Parce que le but, c'est pas de vous faire un cours de philo et de vous montrer que j'ai tout compris et de vous l'expliquer avec des mots compliqués pour que vous puissiez rien en tirer. C'est de vous donner mon expérience, vous en parler voilà, naturellement pour que ça vous aide vous aussi. Parce que le manuel d'Épictète dont on va parler, c'est vraiment une pépite. C'est un truc qu'on peut avoir tout le temps avec soi dans sa poche. Moi, j'ai le bouquin à côté de moi, donc pour ceux qui ont YouTube, vous le voyez. Alors, dans mon édition, qui est traduite par Mario Meunier, j'ai Pensé pour moi-même de Marc Aurèle, et tout à la fin, j'ai le manuel d'Épictète. Et le manuel d'Épictète fait seulement 20 pages sur un livre de 200 pages. Donc, on pourrait avoir, je l'ai jamais eu en petit, mais ça me donne envie de me l'offrir, le manuel d'Épictète tout seul, parce que c'est un petit guide qu'on peut avoir partout avec soi et qui peut nous aider, c'est extrêmement puissant. Mais on va avoir le temps de développer dans ce podcast. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble pour un petit moment. Donc, qu'est-ce que le stoïcisme ? C'est une philosophie qui est née en Grèce antique, 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, le stoïcisme a 2300 ans. Il a été fondé par Zénon de Citium, donc en Grèce, et il avait l'habitude d'enseigner sous une colonne de l'agora d'Athènes, sous un portique. Et justement, stoa, ça veut dire portique en grec. D'où le nom stoïcisme. C'est de là que ça vient. Le stoïcisme, c'est l'enseignement dehors, sous un portique. Donc c'est né en Grèce, et puis ça s'est popularisé à Rome, ça a été exporté à Rome par Sénèque, par Marc Aurèle, hein, l'empereur Marc Aurèle, et par Épictète. Et donc... c'est ça qui est le plus fou, je vous en parlerai encore tout à l'heure, mais Marc Aurèle était empereur, Épictète était esclave.
ancien esclave. Donc un empereur de Rome, l'homme le plus puissant de Rome, et un pauvre esclave boiteux avaient la même philosophie. Et là déjà, ça commence à vous en dire long sur la puissance de tout ça. Voilà, mon prof de philo, c'est ce qu'il aurait dû me dire déjà. Là, il m'aurait mis les frissons pour commencer, au lieu de me rendre ça chiant. Alors que c'est pas du tout chiant, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Ça, on parlait tout à l'heure de l'argent, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Là, on voit que deux personnes qui avaient la même quête au final du bonheur, un empereur Marc Aurèle et un esclave Épictète, avaient la même philosophie. Et ces deux personnes qui ont énormément souffert, que ce soit Épictète avec son statut d'esclave, et Marc Aurèle en tant qu'empereur, il n'a pas été gâté, il a perdu un enfant, il a vécu des années extrêmement sombres, et c'est ce qui donne aussi tout le sel et toute la substance de cette philosophie. C'est pas une philosophie de théoricien, c'est une philosophie qui a été appliquée au quotidien pour vivre mieux. Et c'est ça qui est puissant et qui m'a touché, c'est que c'est une philosophie qui est pratique et qui peut sincèrement vous aider encore aujourd'hui. Ça a 2300 ans, mais c'est encore valable aujourd'hui. C'est une philosophie qui est axée sur la maîtrise de soi, sur la sagesse, sur le courage, sur la justice et sur la tempérance. La tempérance, c'est l'art de différer son plaisir, l'art j'allais dire dealer, en tout cas de discuter intérieurement avec ses propres passions, ses propres envies, voilà, de différer, parfois de différer son plaisir pour un bonheur plus long terme, de se tempérer. Et le stoïcisme, elle enseigne la maîtrise de soi comme le moyen d'atteindre notre liberté intérieure, notre paix. Et aujourd'hui, je pense que la personne que je suis devenue, ou je pense que je suis aujourd'hui, je peux le dire, quelqu'un de foncièrement heureux, le stoïcisme n'y est vraiment pas pour rien, quoi. Et donc, eux, les stoïciens, ils croyaient que le bonheur, il se trouve en vivant en accord avec la nature. Alors, c'est pas la nature au sens des plantes et des arbres, c'est la nature au sens de la nature des choses, au sens de l'univers, on pourrait dire, ou de Dieu pour les croyants, d'une volonté, en tout cas une volonté divine, ou la volonté de l'univers, du sens des choses, on va dire. Et donc, les stoïciens, ils pensent que le bonheur, il se trouve en vivant en accord avec ça, avec le sens des choses, que les choses, elles arrivent pour une raison. Et ils décident d'accepter les choses comme elles sont, sans être esclaves de nos désirs ou de nos craintes. On peut prendre un petit exemple à ce stade, mais la mort, par exemple. Partir du principe que la mort, elle fait partie de l'univers. Un jour on naît, on vit, on meurt. Et que craindre la mort, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas de maîtrise dessus. Elle est juste inévitable, elle fait partie du sens des choses, il faut l'accepter. Et ça, c'est extrêmement puissant. Une fois qu'on a compris, intégré tout ça, ça aide énormément dans la vie. Et donc, qu'est-ce que c'est les principes clés du stoïcisme aujourd'hui ? C'est déjà, je vous le disais tout à l'heure, une vraie philosophie pratique. C'est pas de la théorie, c'est pas quelque chose qui est censé rester dans un bouquin compliqué qu'on ne comprend pas ou qu'on fait croire qu'on comprend pour se donner de la contenance. C'est une vraie philosophie pratique. Et ça part, encore une fois, de la connaissance de soi. Ça part vraiment de se connaître soi-même, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre avec soi déjà et avec les autres. Et ça se base sur plusieurs principes. La première, c'est distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est vraiment la base du stoïcisme. Qu'est-ce qui dépend de moi ? Qu'est-ce que je peux arranger ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ? Par exemple, vivre en bonne santé, ça dépend de moi. Bien manger, faire du sport. Mais par contre, vivre pour toujours, ça dépend pas de moi. Un jour, je vais mourir. Voilà. C'est inéluctable. Ça va m'arriver. C'est comme ça. Donc, pourquoi me rendre malade pour ça, alors que j'y peux rien ? Ça commence par là. Et c'est se concentrer sur nos propres actions, nos propres réactions, et accepter ce qui échappe à notre contrôle, et aussi avoir la sagesse de faire la différence entre les deux, ce qui n'est pas facile. Un des autres principes du stoïcisme, c'est la résilience. La résilience, c'est pouvoir transformer tous les obstacles qu'on rencontre en opportunités et apprendre de l'adversité. Les stoïciens, ils pensent que les choses arrivent, voilà, tout simplement. Et si elles arrivent, c'est pour une raison. Donc moi, je traduis ça par exemple, voir les cadeaux cachés. On va avoir le temps d'en parler parce qu'on va prendre plein d'exemples du livre, mais c'est un des principes du stoïcisme. Il y a la simplicité aussi, comme principe du stoïcisme, c'est vivre de manière sobre, se concentrer sur l'essentiel, éviter aussi tous les désirs excessifs. Donc c'est quelque chose aussi qui fait sens quand on est dans sa quête pour
quitter la rat race, de ne pas avoir trop de besoin, de se reconcentrer sur l'essentiel. Et moi, je le vois à chaque fois que j'ai eu peu de besoins, et aujourd'hui j'essaye d'avoir peu de besoins, on va avoir le temps d'en parler dans ce podcast, mais voilà, quand on sait qu'on coûte rien tous les mois, qu'on n'a pas des dépenses excessives, et qu'on gagne beaucoup, du coup, en face, ça permet de se faire une liberté qui est vraiment agréable, on a une vraie liberté d'esprit. Et quand on sait qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, c'est enfin, en tout cas, à mon sens, un sentiment qui est vraiment fantastique. Un des principes du stoïcisme aussi, c'est la perspective. On l'a dit un petit peu, hein, y a un peu de PNL là derrière. On va avoir le temps d'en parler, mais c'est d'apprendre à voir aussi les choses sous un autre angle et cultiver notre objectivité sur les choses qui nous arrivent. Essayer de voir que les choses, elles sont pas forcément orientées. Elles arrivent juste et c'est la perception qu'on en a qui va faire ce qu'on ressent. Donc, faut faire attention à la perception qu'on a des choses. Le stoïcisme nous encourage à travailler notre perspective. Et la dernière, c'est l'autonomie aussi. Voilà, avoir son indépendance d'esprit, ne pas se laisser influencer outre mesure par les autres. C'est pour ça qu'une diète d'information, c'est très très stoïcien, pour le coup, pour pouvoir penser par soi-même. Le livre de Marc Aurèle s'appelait « Penser pour moi-même ». On pourrait aussi parler de penser par soi-même pour le stoïcisme, pour pas se faire influencer par les autres. Et donc j'avais beaucoup aimé Penser pour moi-même de Marc Aurèle, mais parfois ça reste un livre qui est quand même difficilement accessible. C'est un recueil de pensées. Ça arrive un peu tous azimuts. Il y a pas de fil conducteur. C'est pas une histoire. Hein. Donc parfois c'est assez difficile à lire. Ça a plus de 2000 ans, donc ça a parfois été traduit différemment suivant les éditions. Alors moi c'est rigolo, c'est une édition de Mario Meunier que j'ai. J'étais au collège Mario Meunier quand j'étais gamin, donc je savais pas exactement qui c'était Mario Meunier. On m'avait dit que c'était un traducteur. C'est rigolo qu'après j'ai un livre le mien est tout défoncé et tout corné pour ceux qui ont YouTube. Je le montrais à l'écran, que ce livre me suive autant, c'est rigolo. Et justement, mon édition du livre était suivie du manuel d'Épictète. Et autant j'ai aimé Penser pour moi-même, autant j'ai adoré le manuel d'Épictète. Et c'est pour ça que dans ce podcast, pour vous parler du stoïcisme, j'ai choisi Épictète et pas Marc Aurèle, parce que c'est ce qui m'a vraiment percuté, quoi. Parce que ce manuel, c'est une pépite qui a 2000 ans de recul sur l'humanité. C'est incroyable. 2000 ans, ça a 2000 années. Et ça nous est offert encore aujourd'hui, très bien traduit, parfaitement compréhensible. Et c'est un manuel qui a, je veux dire, quand on a la chance d'avoir dans sa poche 2000 ans de recul sur l'humanité, je comprends pas pourquoi on se réfère pas plus à des choses comme ça. Si ça a traversé le temps pendant 2000 ans, c'est que ça a forcément beaucoup de sens, plus de sens que la dernière connerie qu'on a entendue à la télé, quoi. Donc, voilà, et je trouve que c'est un livre qui est une ode à la liberté, et une liberté qui rime pas avec sécurité pour le coup, mais une liberté qui rime avec responsabilité, parce que vous allez le ressentir aussi tout au long de ce podcast. Le stoïcisme, c'est de la rigueur et c'est de la discipline. Ça tombe pas du ciel. Ça demande à chaque fois d'avoir du recul sur les choses. C'est un vrai travail sur soi. Mais c'est du bonheur. Voilà, ce bouquin, c'est du bonheur. Donc, je suis heureux qu'on le partage ensemble longuement dans ce podcast. Avant de rentrer dans le manuel en lui-même, parce qu'on va parler beaucoup du manuel d'Épictète, je vous ai choisi quasiment une vingtaine de passages qu'on va commenter, donc ça va être le feu. Je voudrais qu'on reparle de qui était Épictète, pour vraiment qu'on comprenne. Alors, j'ai pris un petit peu la préface des notes de Mario Meunier, justement, parce que c'était tellement bien écrit, il y a tellement de belles choses que je vais vous partager un petit peu de ces documents. Donc, Épictète, il est né à Hiérapolis, en Phrygie, vers l'an 50 avant Jésus-Christ. Donc c'est un contemporain du tout début de la religion catholique, en tout cas de la religion chrétienne. Et donc Épictète, il était issu d'une famille très humble, et il a été pendant de très longues années un esclave. Il était boiteux depuis son plus jeune âge. Il avait un maître qui était rude, qui était brutal. Et c'est pour ça que la sagesse de ce bouquin, elle illustre vraiment, en tout cas, sa vie et sa doctrine. Ça lui donne de la constance, parce que c'est pas encore une fois un théoricien, c'est quelqu'un qui a vécu des choses horribles. Dans ses mémoires, il y a, enfin en tout cas dans son histoire, il y a une, comment dirais-je, dans
Il y a une histoire qui est racontée autour de lui que son maître, un jour, lui avait appliqué sur la jambe un instrument de torture et Épictète lui a dit « Attention, ma jambe va casser », avec un petit sourire. Et forcément, sa jambe a cassé et Épictète lui a dit « Ne t'avais-je pas dit que tu allais la casser ?» Et c'est vraiment cette chose-là de se dire les choses arrivent pour une raison. Et voilà, il se dit, il va me casser la jambe. Effectivement, il l'a cassée. C'est une histoire qui est horrible et qui est incroyable, mais qui montre que toute la sagesse et toute la genèse de son enseignement et de son livre part de là, les choses arrivent pour une raison. Et peut-être qu'il devait justement subir toutes ces choses horribles pour pouvoir un jour en revenir plus fort, plus grand, et pouvoir partager tout ça avec le monde. Et justement, une fois qu'il a été affranchi, Épictète, il est devenu philosophe. Et il vivait sans femme, sans famille, dans une toute petite maison, vraiment pauvre. Il n'avait pas besoin de verrouiller la porte d'entrée parce qu'il n'y avait rien à voler. On ne sait pas quand Épictète est mort, mais on sait de ce que les écrits nous ont rapporté qu'il est mort très vieux. Et encore une fois, pareil, son enseignement, il était que dialogué. Comme Socrate, il n'y avait rien de suivi, il n'y avait rien d'écrit. Et c'est un de ses disciples qui s'appelait Arien qui a écrit toutes ses notes. Il en a écrit 8 livres. Il y en a qui ont disparu, la moitié. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 4 livres. Et de ces 4 livres, Arien, son disciple, il en a tiré ce qui lui a paru vraiment essentiel. L'essence de la pensée que nous a transmis Épictète pour en faire un petit livre qu'on pourrait toujours avoir sous la main et toujours porter avec soi. Le manuel d'Épictète. Donc déjà, son disciple avait cette idée-là que on puisse avoir toujours dans sa poche ce petit manuel, et s'il avait su que 2000 ans après, il y a des gens qui l'aient encore dans la main, je trouve ça incroyable que ça ait pu traverser le temps comme ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce manuel. Alors encore une fois, dans cette petite préface de Mario Meunier, il y a 2 choses que je voulais partager avec vous qui étaient super intéressantes. Il nous rapporte la parole de Simplicius, qui enseignait à Athènes dans les écoles de philosophie en 529, donc plus de 500 ans après la mort d'Épictète. Et il avait fait un commentaire très développé du manuel, déjà 500 ans après, et il disait « C'est une arme de combat qu'il faut toujours avoir à sa portée et dont il faut que ceux qui veulent bien vivre soient toujours prêts à se servir. » Donc déjà 500 ans après la mort d'Épictète, ce manuel était une arme de combat. Ce manuel d'ailleurs, il a été admiré et adopté aussi par les chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées dans la religion chrétienne de ce livre-là. Et il a été traduit plusieurs fois en français, et il a été traduit en français dès le XIVe siècle. C'est quand même fou, ça fait 600 ans, plus de 600 ans, 700 ans que ce livre est traduit en français. Et on a Maurice Croiset, qui est un expert de la civilisation grecque, qui a écrit sur ce livre. Il dit que c'est l'un des livres les plus réconfortants que la pensée grecque nous ait laissé, et il en dit quelque chose qui est magnifique. Je vais vous le lire tel quel. Ce livre, c'est la parole fière et un peu rude d'un ancien esclave syrien, persuadé que l'univers est bon tel qu'il est, que tout s'y passe sous la loi d'une sagesse supérieure qui mène l'ensemble des choses à des fins déterminées par elle. Il trouve pleine satisfaction dans l'adhésion qu'il donne sans réserve à toutes les volontés de cette providence bienveillante, en laquelle il a foi. Et dès lors, sûr que cette adhésion ne dépend que de lui-même, que rien au monde ne peut l'empêcher de la donner, il se sent libre et heureux tout à la fois. Libre malgré tout ce qui semble l'opprimer, heureux malgré l'exil, malgré la misère, malgré la souffrance et tout ce qui trouble la plupart des hommes. Il le sent et il veut que les autres le sentent comme lui. C'est un maître de force morale et de bonheur, mais un maître exigeant, impérieux dans sa bienveillance. Je voulais vous lire ce passage parce que, pour moi, il reflète tout ce dont on va parler dans la suite du podcast. C'est que Épictète, il n'a pas été gâté, il a eu du malheur, mais il se sentait malgré tout ça libre. Il se sentait malgré tout ça heureux. Et c'est rigolo parce que, modestement, mais je vous donne des exemples pour le comparer à ma vie, dans ma dernière année de rat race, c'est ce que je disais à Ben. Je disais à Ben, si on n'est pas heureux les pieds dans la merde, on ne sera pas heureux quand tout ira bien. Et le manuel d'Épictète était déjà dans ma poche et je lisais déjà ça. Et je me disais à cette époque, fais l'effort d'être heureux, même quand ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ton boulot, ce qui te plaît pas, c'est nul, ça te prend du temps, c'est horrible et t'es mal, parce que quand tout ira bien, alors ce sera vraiment incroyable. Et
Je me suis entraîné toute cette dernière année, alors peut-être que je sentais l'acquis y arriver aussi, la fin et le quittage de cet ancien boulot, mais ça m'aidait vraiment de me dire, voilà, malgré tout ça, je fais l'effort d'être heureux, en tout cas. Et bien sûr, ça demande, quand il nous dit à la fin de ce texte, c'est un maître exigeant, impérieux dans sa bienveillance, ça demande du travail, ça demande de la rigueur, de faire l'effort d'être heureux malgré tout, malgré les choses qui nous arrivent, et de l'accepter. Et d'être persuadé que l'univers, ce qui nous entoure, donc là il parle de l'univers, ça peut être Dieu pour les croyants, mais en tout cas, les choses qui nous arrivent, ça se passe sous la loi d'une sagesse supérieure. Alors à l'époque, il était contemporain de Jésus-Christ, il n'était pas catholique ni quoi que ce soit d'autre, mais il avait ce sentiment qu'il y avait une sagesse supérieure qui mène l'ensemble des choses à des fins déterminées par elle, où on n'a pas le contrôle sur tout, mais il se disait, voilà, les choses arrivent pour une raison, et dès lors qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, il choisissait d'être heureux en tout cas. Et j'ai trouvé ça vraiment puissant. C'est pour ça que je voulais vous lire ce texte tel quel. C'est vraiment l'essence et la philosophie qu'il faut retenir de ce manuel d'Épictète. Et donc Épictète, voilà, il croyait en l'univers, il croyait en quelque chose de plus grand que lui. Je trouve encore une fois que ces paroles, elles sont lourdes de sens et de légitimité, comme il a énormément souffert. C'est pas un théoricien. C'était, voilà, il arrivait à s'offrir tout le temps une autre perception. Épictète, c'était peut-être même le premier maître PNL de l'humanité, en tout cas. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de rentrer dans ce manuel d'Épictète. Je vous ai choisi des petits paragraphes que j'aimais beaucoup et que j'ai envie de partager avec vous. On va les lire ensemble et les commenter ensemble. Donc le premier. Il y a des choses qui dépendent de nous. Il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. En un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Et justement, la base de cette philosophie stoïcienne, c'est de faire cette différence entre ce qui va dépendre de nous et tout le reste. Et avoir aussi forcément la sagesse de faire la différence entre les deux. Et de décider qu'on ne se prendra pas la tête pour ce qui ne dépend pas de nous. Je parlais de la mort tout à l'heure, je pourrais vous parler de plein d'autres choses. Par exemple, j'ai un procès qui dure depuis presque 10 ans sur un de mes biens immobiliers, une histoire à marcher sur la tête, et le stoïcisme m'a beaucoup aidé dans ma gestion de ces soucis-là, parce que c'est pas à mon initiative ce qui se passe, et ça dépend pas de moi, j'y peux rien, je peux juste me défendre aujourd'hui, et donc paradoxalement, je me suis jamais pris la tête pour cette histoire parce que ça dépend pas de moi. Je peux rien changer. Donc, je peux faire de mon mieux, en tout cas. Ce qui dépend de moi, c'est de me défendre correctement, c'est de traiter les courriers quand ils arrivent. Mais juste l'issue, en tout cas, et le fait que je sois là-dedans ne dépend pas de moi. Donc, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec ça. Et pour ça, la philosophie stoïcienne fait énormément de bien. Je vous propose qu'on passe au passage numéro 2. À propos de tout objet d'agrément, d'utilité ou d'affection, souviens-toi de te demander ce qu'il est, à commencer par les plus insignifiants. Si tu aimes une marmite, dis-toi « c'est une marmite que j'aime », car si elle vient à se casser, tu n'en seras pas troublé. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que c'est un être humain que tu embrasses, car s'il meurt, tu n'en seras pas troublé. C'est hardcore. C'est hardcore. Mais encore une fois, la philosophie, comme le disait Maurice Croiset, c'est la parole un peu rude d'un esclave syrien, mais ce qu'il veut dire par là, c'est juste nous rappeler à quel point les choses sont précieuses et elles ne sont pas éternelles. Alors il prend l'exemple d'une marmite, la tombe, elle se casse, à l'époque je suppose que c'était des marmites en terre cuite, et ton enfant ou ta femme, lui aussi c'est un mortel, et un jour il mourra, bien entendu le plus tard possible, mais c'est de garder conscience au fond de soi que c'est un être humain, qu'on meurt, et que ça nous rappelle à quel point les choses sont précieuses. Et de nous rappeler aussi que, par exemple, quand on aime une voiture de sport, c'est finalement un tas de ferraille qu'on aime, quoi. Donc voilà, même si c'est un tas de ferraille extrêmement stylé, ça reste un tas de ferraille. De se dire que si on le casse, c'est aussi que de la tôle. Ça nous rappelle à quel point, en tout cas pour moi, les choses ne sont que des choses, et les êtres humains sont précieux, en tout cas. Et je vous propose qu'on passe au passage numéro 3. Lorsque tu dois entreprendre quelque chose, rappelle-toi ce qu'est la chose dont il s'agit.
Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui arrive au bain, les gens qui vous éclaboussent, qui vous bousculent, qui vous injurient, qui vous volent. Ainsi, tu seras plus sûr de toi en allant te baigner. Si tu te dis aussitôt « Je veux me baigner, mais je veux encore maintenir ma volonté dans un état conforme à la nature. » Et qu'il en soit ainsi pour toutes tes actions. De cette manière, s'il te survient au bain quelque traverse, tu auras aussitôt présent à l'esprit « Mais je ne voulais pas me baigner seulement, je voulais encore maintenir ma volonté dans un état conforme à la nature. Je ne la maintiendrai pas si je m'irritais contre ce qui arrive. » Donc en gros, dans ce passage, il nous dit que voilà, si tu veux aller au bain, tu ne veux pas seulement aller et être au bain, tu dois accepter tout ce qui va autour. Donc à l'époque, si tu vas au bain, faut accepter les gens qui te bousculent, qui t'injurient, qui te poussent, qui vont peut-être te voler tes affaires. Ça fait partie de toute l'expérience et de tout le package. Tu peux pas prendre que le fait d'être dans le bain, tu es obligé de prendre tout le reste. Et ce passage, justement, il nous dit que être stoïque, c'est ne pas en vouloir à la nature même des choses. Je parlais de la mort tout à l'heure. La mort, elle fait partie de la vie. Et quand on choisit d'embrasser une voie, on embrasse aussi tout le processus. Je pense aux ETF, par exemple. Les gens qui décident d'investir en bourse, dans les ETF, on ne peut pas juste se dire « je veux investir dans un ETF » et espérer 8% de rendement par an. Non, quand on investit dans un ETF, on investit dans un actif qui est volatile. Il y a des années qui feront plus 35%, il y a des années qui feront moins 5%, il y a des années qui feront 0. Il y aura des fois des baisses à moins 50% ou moins 40%, mais sur le long terme, sur une période de 20 ans, on peut espérer 8%. Si on décide d'investir en ETF, on ne peut pas blâmer la bourse pour le fait qu'elle monte ou qu'elle descend. Ça fait partie du processus. Donc quand on décide d'investir en ETF, on décide d'accepter toutes les contraintes que ça a. On n'achète pas seulement un ETF, on achète des années à 35%, des années à moins 5%, des pics à la baisse à moins 40%. C'est tout ça qu'on achète. Donc on ne peut pas se dire à la suite, comme la personne qui veut aller au bain et qui veut que les bons côtés du bain, se dire c'est dégueulasse, pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte, j'y comprends rien. Ça fait juste partie du processus. Et je trouve que ça fait du bien, et ça, de façon pratique. Je vous parlais de pratique tout à l'heure. Moi, ça m'a énormément aidé en bourse quand ça baissait ou quand ça montait, de me dire, mais en fait, ça fait juste partie du processus. C'est juste ça, le processus. Donc, il n'y a pas à blâmer la bourse ou à se dire pourquoi ça baisse ou pourquoi ça monte. C'est juste la vie, en fait. C'est juste le principe d'acheter des ETF. Je vous propose qu'on passe au passage numéro 4. Accuser les autres de ses malheurs est le fait d'un ignorant. S'en prendre à soi-même est d'un homme qui commence à s'instruire. N'en accuser ni un autre ni soi-même est d'un homme parfaitement instruit. Donc voilà, quand on accuse les autres de ses malheurs, c'est qu'on est un ignorant. Quand on s'en prend à soi-même, on est un mec sur le chemin, mais quand on s'en prend ni à l'un ni à l'autre, alors on est parfaitement instruit. Ça, c'est un petit peu le 100% responsable. On commence par ne pas accuser les autres de ses malheurs. Voilà, on prend sa part de responsabilité à 100%. On se dit que tout est dans nos mains. Et donc, s'en prendre à soi, c'est OK au début de se dire prendre toutes les fautes pour soi. Mais par contre, il faut faire attention justement à la double peine. Et je pense que dans ce passage, c'est ça que veut nous dire Épictète. C'est que s'il nous arrivait quelque chose de mal, on le sait très bien, on ne va pas s'en prendre à l'autre parce que ça serait rejeter la responsabilité. Prendre 100% de la responsabilité, oui, bien sûr. Mais par contre, on a déjà été puni parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, il faut faire attention. Mieux vaut en tirer une leçon. On se dit, OK, je suis 100% responsable. J'ai été puni parce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça ? Regarder les cadeaux cachés, s'offrir une autre perception et avancer. Si c'est juste se dire, OK, je suis 100% responsable, c'est de ma faute, et se blâmer, se punir, alors là, ça sert à rien, quoi. Il vaut mieux chercher une leçon que de se blâmer à nouveau parce que c'est la double peine. On a d'abord été puni parce que ce qu'on voulait faire, ça fonctionne pas, et en plus, on s'afflige. Donc, c'est pour ça que n'en accuser ni un autre ni soi-même, c'est être un homme parfaitement instruit selon Épictète. En tout cas, c'est ce que j'en comprends, et je trouve ce passage super inspirant. Je vous propose qu'on passe au passage numéro 5. Ne demande pas que ce qui arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Et ça, c'est l'importance de l'acceptation. L'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de vouloir absolument qu'elles soient différentes. Et c'est en faisant ça qu'on pourra trouver la paix intérieure et le bonheur. Et pour Épictète, c'est tout simplement faire confiance à l'univers, en fait, et se dire que
l'univers, que ce qui arrive, c'est bon pour nous, quoi. J'avais lu un jour sur un forum ce qui est arrivé à quelqu'un, il est arrivé un malheur à quelqu'un, justement, c'est dans le domaine de la muscu, hein, c'est pas un gros malheur, mais quelqu'un qui s'était arraché, je crois, tous les ligaments de la jambe, qui allait être embêté pour la suite de sa carrière. Et il y a quelqu'un qui lui avait commenté en lui disant « Dieu envoie ses plus dures épreuves à ses plus forts soldats ». Et je me suis dit que voilà, la personne, en tout cas, et c'est ce qui s'est passé derrière, elle a fait des vidéos de sa convalescence, elle a pu aider d'autres personnes qui traversaient les mêmes problèmes pour les genoux, et finalement, elle en a fait quelque chose de beau et quelque chose de fort. Et plutôt que de se dire, pour reprendre cet exemple, pourquoi moi qui suis sportif, qui tourne des vidéos, pourquoi ça m'arrive à moi de m'arracher les ligaments du genou, pourquoi, quoi. De se dire, ok, ça m'est arrivé, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais pas pouvoir développer d'autres capacités pendant que ça arrive? Est-ce que je vais pas pouvoir me concentrer sur ma convalescence, peut-être aider d'autres gens qui ont rencontré la même chose, et ainsi de suite. Et de se dire que Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, c'est au final ce qui est bon pour nous et nous envoie les épreuves sur lesquelles on a à grandir. Et ça, si ça venait pas d'un esclave boiteux à qui on a fait subir les pires misères et qui a réussi à s'en sortir, ça serait du bullshit pour moi. Mais comme c'est Épictète qui l'a écrit, on connaît sa vie, on sait ce qui lui est arrivé, le fait qu'il écrive tout ça derrière, ça apporte du crédit et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Et moi, ça fait écho en tout cas à ma sortie de Rat Race parce que je me dis que pendant 12 ans, j'ai tenu une entreprise de travaux publics, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas convaincu que j'étais fait pour faire ça, même si je pense que je ne suis pas du tout nul en management et je suis un très bon chef d'entreprise, mais peut-être pas dans ce type d'entreprise en tout cas. Ça a été difficile et peut-être que je devais traverser tout ça. À l'époque, je ne comprenais pas, mais peut-être que l'univers avait besoin de me faire traverser toutes ces choses-là pour que par la suite, je sois vraiment heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai un point de comparaison dans la vie tellement naze par rapport à ce que je vis aujourd'hui, que pour moi, aujourd'hui, même une journée toute bête, même une journée toute simple, elle est incroyable en fait. Et j'ai énormément de gratitude parce que j'ai un référentiel de pourritude qui est très très élevé, quoi. Et qu'aujourd'hui, maintenant que je m'en suis sorti, que j'ai changé de vie, que je suis plus heureux, je peux aider au travers de ce podcast, au travers de mes coachings, plein de gens qui rencontrent les mêmes épreuves, les mêmes choses, et qui sont malheureux, et que peut-être que finalement, il fallait que j'expérimente tout ça pour créer une vie de liberté, pour créer AB Investissement, pour pouvoir aider dans des coachings, aider avec ce podcast, plein de gens qui sont dans la même vie difficile en fait, et que c'était ça mon parcours. Et qu'au final, les choses, elles sont ni bien ni mal, elles devaient juste arriver pour que je vive tout ça, pour que je sois parfaitement à ma place. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, quand Épictète nous dit ça, ne demande pas que ce qui arrive comme tu veux, mais veuille juste que les choses, elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Voilà, les choses, elles arrivent. Et après, c'est à toi de dealer avec ça. Et je trouvais ce passage extrêmement, extrêmement puissant. Le passage numéro 6. La maladie est une entrave pour le corps, mais non pour la volonté, si elle ne le veut. La claudication est une entrave pour les jambes, mais non pour la volonté. Dis-toi de même à chaque accident, et tu trouveras que c'est une entrave pour quelque chose, mais non pour toi. Ça fait typiquement écho à ce qu'on vient de dire. Épictète, il nous rappelle ici que les obstacles extérieurs, ils ont de pouvoir sur nous que si on laisse affecter notre volonté. Et je prenais un exemple qui était typique tout à l'heure. N'oublions pas que ça vient d'un esclave qui était handicapé, qui nous enseigne ça. Et je l'ai dit que c'était une philosophie hardcore, la parole un peu rude d'un esclave syrien. C'est une bienveillance, comment dirais-je, une bienveillance rude, mais et pour ça aussi que je disais que ça tombe pas du ciel et c'est pas une philosophie de béni oui-oui, elle demande de la discipline et de la rigueur pour que quand il nous arrive un malheur, on se pose et on se dise ok, les choses arrivent, elles arrivent juste en fait. Maintenant, comment je fais avec les nouvelles cartes qui m'ont été données? Comment est-ce que je joue avec le nouveau jeu que j'ai? Ces choses-là, j'ai pas le contrôle dessus. Donc je dois pas me prendre la tête avec. Maintenant, comment je fais pour la suite? Et voilà, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et typiquement, c'est des choses que j'ai
avec lesquels j'ai dû dealer quand j'ai eu les hernies cervicales, par exemple. Il y a plein de choses que je pouvais pas faire, je pouvais plus faire de muscu. À l'époque, je m'étais mis à fond dans le théâtre, ça a mis quasiment 3 ans pour guérir. Et derrière, j'ai repu faire de la muscu. Et aujourd'hui, chaque fois que je suis au CrossFit, chaque fois que je suis à la muscu, j'ai beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de me dire je peux bouger, je peux soulever des charges, je peux m'éclater parce que je sais d'où je viens. Donc, encore une fois, peut-être qu'il fallait que j'expérimente tout ça pour avoir aujourd'hui un petit peu de sagesse et cette gratitude en tout cas. Passage numéro 7. Si tu veux progresser, rejette de telles réflexions. Si je néglige mes biens, je n'aurai plus de quoi vivre. Or, il vaut mieux mourir de faim, exempt de peine et de crainte, que de vivre dans l'abondance avec le trouble dans l'âme. Quand je vous dis la liberté n'est rien, si la liberté dans les poches, c'est rien si on l'a pas dans la tête, je pense que c'est exactement ça. Commence donc par de petites choses. On laisse couler ton huile, on vole ton vin, dis-toi, c'est à ce prix que se vend l'impassibilité, à ce prix que se vend le calme. Rien n'arrive gratis. Lorsque tu appelles ton esclave, pense qu'il peut ne pas avoir entendu, et que, s'il a entendu, il peut ne rien faire de ce que tu veux. Mais dis-toi aussi qu'il n'est pas dans un si bel état qu'il ne dépende de lui de te troubler. Donc, en gros, ce passage nous dit que c'est à nous de choisir par quoi on veut se faire troubler. C'est pas les événements qui arrivent et qui nous troublent, on choisit, si on a envie d'être troublé par ça. Je vous parlais de tout à l'heure de mon procès qui dure depuis 10 ans sur un de mes biens immobiliers. J'ai choisi de ne pas me laisser troubler par ça, parce que c'est des choses que je ne peux pas contrôler. Voilà. Je peux me défendre en tout cas. Là, vous inquiétez pas que je le fais comme il faut. Mais par contre, je peux pas choisir les choses qui m'arrivent, mais je peux choisir par quoi je veux me faire troubler. Typiquement, pour les biens que je mets en location, par exemple, et comme j'en ai quand même quelques-uns, il y a plein parfois d'opportunités d'avoir un chauffe-eau qui pète ou une dégradation parfois. Moi, j'ai choisi de les mettre en agence, tous ces biens-là, et j'ai aussi choisi de faire une délégation jusqu'à, je crois, 300 ou 400 euros, où je ne veux pas en entendre parler. Mais il y a parfois des fois où il y a des dégradations, et ça m'est encore arrivé en début d'année, où je suis passé chez un de mes locataires, et j'ai vu qu'il y avait un radiateur qui était tombé, qu'il ne l'avait pas dit, qu'il ne l'avait pas changé. Il m'a dit qu'il allait le réparer, qu'il s'était décroché du mur. Donc, sur le coup, ça m'a gonflé. Mais je me dis, je pense tout à l'heure à Épictète et à son histoire du bain. Si on ne veut pas avoir un jour le souci d'un radiateur qui se décroche, alors il ne faut pas faire d'immobilier, parce que ça fait partie du package. Et c'est à ce prix-là que se vend le calme, de se dire, ok, je le savais, en investissant dans l'immobilier, je savais qu'il pouvait se passer ça. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est la location courte durée, par exemple. Si vous faites de la location courte durée, et mon pote Yann, des Gentlemen, le dit à chaque fois, un jour ou l'autre, vous vous ferez défoncer un appart. Ça fait partie du deal, c'est comme ça. On ne le choisit pas, ça fait pas plaisir, mais un jour ou l'autre, ça arrivera. Et le jour où tu te fais défoncer un appart, il faut juste se dire, ok, c'est à ce prix que se vend mon calme, ma liberté financière. C'est au prix de, une fois de temps en temps, se faire défoncer un appart. Je ne peux pas choisir que les 500 euros de cash flow par mois et prendre que ça. Je suis obligé de prendre tout. Et tout, ça implique que parfois, je me ferai défoncer un appart. Moi, je repense à mon locataire avec le radiateur qui s'est décroché du mur. Quand j'ai vu ça, ça m'a gavé, mais je me suis dit, voilà, il y a une caution. C'est quelqu'un de bonne foi en plus. Je sais qu'il va réparer. Je suis passé au mauvais moment. Il allait sûrement le faire. Et ça fait partie du deal. Et même s'il ne le fait pas, même si je récupère l'appart et que le radiateur est arraché du mur et qu'il faut que je repasse un peu de placo, je vais payer quelqu'un pour le faire. Ça va prendre 2 heures et ça ne remettra pas en cause le fait d'avoir fait cet investissement, le fait même d'avoir pris ce locataire, le fait d'avoir acheté cet appartement et ainsi de suite. Ça fait juste partie des choses et que, encore une fois, c'est une question de choix et de se dire je ne veux pas me faire troubler en fait. Comme dit Épictète, on laisse couler ton huile, on vole ton vin. C'est à ce prix que se vend l'impassibilité, à ce prix le calme. Et je trouve que ça c'est extrêmement puissant. Et de se dire que il y a 2000 ans, il y a quelqu'un, je sais pas, il n'avait pas de locataire, Épictète, ça m'étonnerait, il a une toute petite maison, mais il avait déjà ses réflexions. Je trouve que c'est absolument incroyable. Et ça m'aide aujourd'hui énormément et j'espère que ça vous aidera aussi. Passage numéro 8. Si tu veux progresser, résigne-toi, quant aux choses extérieures, à passer pour un insensé et un sot. Ne tiens pas à paraître savoir. Sache en effet qu'il n'est pas facile de garder sa volonté dans un état conforme à la nature et de se soucier des choses du dehors. Mais il est de toute nécessité qu'en s'occupant de l'un, on doive négliger l'autre.
Alors là, le passage est très très bien écrit, mais en gros, Épictète nous dit que si tu veux progresser, il y a un moment, il va falloir couper toutes les informations extérieures, quitte à passer pour un ignorant, et que voilà, c'est comme ça, et que si tu veux progresser intérieurement dans ton introspection, il y a un moment où tu devras couper tous les bruits du dehors. C'est à ce prix en tout cas qu'on peut progresser. Et donc on en retombe sur la diète d'information, hein. Épictète faisait déjà la diète d'information il y a plus de 2000 ans. Donc j'ai trouvé ça aussi extrêmement puissant pour vous décomplexer si vous faites la diète d'information et que vous êtes passé pour un sot parce que vous ne savez pas que le parti Renaissance c'est le nouveau nom de En Marche, ou que malheureusement il s'est passé quelque chose de très grave et vous avez l'impression que vous êtes le dernier à le savoir. Épictète vous dédouane, voilà, il vous pardonne, et il vous dit que vous avez bien raison. Donc la prochaine fois qu'on vous dit « mais comment tu peux ne pas savoir ça ? T'as pas de cœur, tu vis dans une grotte ?» Non, j'étais en train de lire Épictète. Allez, passage numéro 9. Lorsque tu vois un homme qui gémit dans le deuil, soit parce que son fils est absent, soit parce qu'il a perdu ce qu'il possédait, prends garde de te laisser emporter par l'idée que les maux dont il souffre lui viennent du dehors. Mais sois prêt à dire aussitôt « Ce qui l'afflige n'est point ce qui arrive, car un autre n'en est pas affligé, mais c'est le jugement qu'il porte sur cet événement. N'hésite donc pas, même par la parole, à lui témoigner de la sympathie, et même, si l'occasion se présente, à gémir avec lui. Mais néanmoins, prends garde de ne point aussi gémir du fond de l'âme. » Donc là aussi, c'est vraiment hardcore, mais ce passage, en fin de compte, il nous explique encore une leçon sur le contrôle de soi et la maîtrise de nos réactions émotionnelles. Et il montre à quel point c'est important la compassion et l'empathie envers des personnes. Là, en gros, il nous dit, quelqu'un qui a perdu son fils, qui est triste, toi, tu pleures pas parce que c'est pas ton fils. Il pleure parce que c'est son fils à lui. Mais par contre, n'hésite pas à avoir de la compassion parce que forcément, il est triste du jugement qu'il porte sur cet événement, c'est son enfant. Donc, n'hésite pas à lui témoigner de la sympathie. N'hésite pas même à pleurer avec lui, parce que tu lui montres de la compassion, tu lui montres de l'empathie, mais garde en tout cas une distance émotionnelle pour préserver ta propre tranquillité d'esprit. Je pense que là, ça parle de la notion de transfert, juste se dire que ne fais pas de transfert. Pour cet exemple-là, c'est pas ton fils qui est parti, c'est le sien. Et je trouve que c'est même encore plus beau, parce que si on pleure avec la personne, parce qu'on fait un transfert sur nous en se disant « Oh mon Dieu, c'est horrible, ça pourrait être mon enfant » et qu'on pleure, il y a même une part d'égoïsme là-dedans. Alors que si on se dit « Ok, c'est pas mon enfant, mais je pleure avec la personne, je lui témoigne de l'empathie, parce que elle, c'est son enfant, et elle pleure pour ça, parce que c'était son enfant à elle », c'est même encore plus beau, je trouve, de pas pleurer parce qu'on fait un transfert dessus, mais juste parce que on témoigne de la compassion pour la personne. C'est pour ça que je trouvais ce passage extrêmement beau. Et voilà, prends garde de ne point aussi gémir du fond de l'âme. C'est pas à toi que ça arrive, quoi. Respecte aussi la personne et respecte sa perte. Je trouvais que c'était un passage qui était très beau. Passage numéro 10. Celui-là, je l'aime beaucoup. Si tu désires être philosophe, prépare-toi dès lors à être ridiculisé et raillé par la foule qui dira « Il nous est revenu tout à coup philosophe !» Et « D'où lui vient cet orgueilleux sourcil ?» Pour toi, n'est pas un sourcil orgueilleux. Attache-toi à ce qui te paraît le meilleur, comme si Dieu t'avait désigné pour ce poste. Souviens-toi que, si tu persévères, ceux mêmes d'abord qui se moquaient de toi t'admireront plus tard. Mais si tu te laisses abattre, tu te rendras doublement ridicule. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si tu veux devenir podcasteur, prépare-toi à être ridiculisé et raillé par la foule qui dira « Tiens donc, il s'est foutu sur YouTube, il est devenu podcasteur, tonton. D'où lui vient cet orgueilleux sourcil ?» Épictète, il nous dit « Attache-toi à paraître le meilleur, comme si Dieu t'avait désigné pour ce poste. » C'est-à-dire que si tu veux faire podcasteur, fais-le du fond de ton âme, fais-le du mieux que tu peux. Et attache-toi à ce qui te paraît le meilleur. Et souviens-toi que, si tu persévères, ceux qui se moquaient de toi au départ t'admireront plus tard. Et ça, je peux vous dire qu'en 4 ans de podcast, que c'est Une vie de liberté a fêté ses 4 ans, des gens qui se sont moqués de moi m'ont admiré, alors que je ne suis pas non plus Inoxtag. J'ai seulement 4000 abonnés et une communauté fantastique. Merci à vous tous d'être là. Mais par contre, si tu te laisses abattre, tu te rendras doublement ridicule. Et ça, c'est le pire, parce que Une vie de liberté, j'ai pris beaucoup de railleries au départ, il faut le dire quand même, de gens qui étaient dans mon entourage,
qui aujourd'hui me disent que c'est super bien. Mais si j'avais abandonné, là où tu te rends doublement ridicule, c'est parce que tu t'as peut-être abandonné à 100 ou 200 abonnés. C'est juste les gens autour de toi qui t'ont vu, ils ont gagné en fait, tu vois. Et Epictet nous dit, battez-vous pour ce que vous aimez en fait. Si vous avez l'impression que l'univers vous a choisi pour faire ça, alors ouais, calmez-vous. J'ai pas dit que l'univers m'avait choisi pour devenir podcasteur. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, moi, je pense que j'adore faire ça, en tout cas, et créer du contenu et partager autour de ma passion. J'ai eu envie de faire ça, mais voilà, j'ai décidé de le faire comme il faut, en tout cas, d'y mettre tout mon cœur, toute mon âme. Et voilà, en tout cas, quoi que tu veuilles faire, si tu choisis de le faire, fais-le bien. Si tu penses que c'est là où tu dois être, fais-le bien et bats-toi pour ce que tu aimes. C'est pas moi qui le dis, c'est Epictet. Je trouvais ce passage incroyable et tellement d'actualité, ça a 2000 ans, c'est incroyable. Passage numéro 11. On t'a préféré quelqu'un dans un repas, dans une salutation, dans un avis à prendre. Si ce sont là des biens, tu dois te réjouir de ce qu'un autre les ait obtenus. Si ce sont des maux, ne te plains pas si tu ne les as pas obtenus. Souviens-toi que si tu ne fais pas pour obtenir ce qui ne dépend pas de nous, les mêmes choses que les autres, tu ne peux pas prétendre aux mêmes avantages. Et donc, ce passage, il nous dit simplement que tu ne peux pas vouloir la même réussite que les autres si tu ne fais pas les mêmes efforts que les autres pour obtenir ça. On ne peut pas vouloir la réussite sans faire les efforts nécessaires pour l'obtenir. Ça, en 2023, c'est mal vu. Hein. Même en 2024, je pense. On veut que tout tombe tout cuit. On est dans la mode du sans effort, voilà, les abdos sans effort, l'indépendance financière sans effort, ça n'existe pas. Si tu veux la même réussite, la même gloire que ceux qui ont réussi, il faudra que tu en payes le prix. Et ce prix-là, ce sera sûrement du travail, en tout cas de faire les choses pour l'obtenir. Je trouvais que ce passage était assez puissant. Passage 12. On peut reconnaître ce que veut la nature par les choses sur lesquelles, entre nous ne sommes pas d'un avis différent. Ainsi, lorsque l'esclave d'un voisin casse une coupe, nous sommes aussitôt prêts à dire « C'est dans les choses qui arrivent. Sache donc, lorsque ta coupe sera cassée, qu'il faut que tu sois tel que tu étais quand fut cassée celle d'un autre. Transporte aussi cette règle, même à des faits plus importants. Quelqu'un perd son fils ou sa femme, il n'est personne qui ne dise « c'est dans l'ordre humain ». Mais quand on fait cette perte soi-même, on dit aussitôt « Hélas, infortuné que je suis ». Il faudrait se souvenir de ce qu'on éprouvait à l'annonce du même événement survenu chez les autres. Et voilà, je trouve que ce passage, il est très très puissant quand il arrive quelque chose à quelqu'un qui a cassé sa voiture. On peut dire « Ah, mais là, ça va, c'est qu'une voiture ». Et quand on casse notre propre voiture, on se dit « Mais pourquoi? Je vais avoir un malus d'assurance. Pourquoi ça m'est arrivé? J'en avais besoin demain pour partir en vacances et je l'ai cassé. » Donc, c'est de se souvenir qu'est-ce qu'on aurait dit à quelqu'un d'autre. Et à la fois, j'ai envie de voir aussi ce passage dans l'autre sens. Quand il arrive quelque chose de très dur à un ami, parfois on va aller lui dire c'est pas de ta faute, ou lui dire écoute, ne t'en veux pas à ce point, c'est pas grave si t'as fait mal. Et quand ça nous arrive à nous, on va se blâmer et se dire mais pourquoi j'ai été aussi nul, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Je pense que ce passage, je le vois aussi comme ça, de se dire je vais me comporter avec moi-même comme je me comporterai avec mon meilleur ami. C'est aussi comme ça que j'ai envie de le voir. Si j'ai de la compassion pour mon meilleur ami, alors il faut aussi que j'ai de la compassion pour moi, quand ça m'arrive, quand j'ai déconné, quand j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, ou dont je ne suis pas fier. Et je trouvais que ce passage, il était assez puissant. Passage numéro 13. Tu veux vaincre aux Jeux Olympiques, et moi aussi par les dieux, car c'est un noble triomphe, mais examine les antécédents et les conséquences de ce projet, et alors seulement entreprends-le. Il faut te discipliner, régler ta nourriture, t'abstenir de friandises, faire des exercices forcés et régler selon l'heure, la chaleur, le froid, ne pas boire de l'eau froide ni de vin à tout hasard. Bref, il faut te livrer à ton entraîneur comme à un médecin. Ensuite, dans l'arène, il faut creuser la terre, quelquefois se démettre une main, se tordre la cheville, avaler force poussière, parfois aussi être fouetté et après tout cela, être vaincu. Tout ceci, une fois pesé, si tu le veux encore, travaille à devenir athlète. Sinon, tu t'en comporteras comme les enfants qui jouent, tantôt aux lutteurs, tantôt aux gladiateurs, qui sonnent maintenant de la trompette et qui font les tragédiens ensuite. Il en sera de même pour toi. Tantôt tu seras athlète, tantôt gladiateur, puis rhéteur, ensuite philosophe, et jamais rien de toute ton âme.
mais tel un singe, tu imiteras tout spectacle que tu verras, et l'une après l'autre, chaque chose te plaira. C'est en effet qu'avant de l'entreprendre, tu n'as point examiné ni retourné toutes les phases de ton projet. Tu t'engages au hasard et avec un froid désir. Pareil, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que, en gros, ce qu'Épictète nous dit, c'est si tu veux devenir indépendant financièrement, tu veux pas juste 3 000, 5 000, 10 000 euros de revenus passifs par mois. Ce que tu veux, c'est passer du temps à te former sur Internet, passer du temps sur le Bon Coin, passer du temps en visite, passer du temps chez le notaire, passer du temps à faire des calculs, passer du temps à installer des locataires, passer du temps à peut-être étudier des actions, passer du temps à monter un business sur Internet ou passer du temps à monter un business physique. C'est tout ça que tu veux, en fait. Sinon, tu veux pas être indépendant financièrement, en fait. Tu veux juste une chimère. Il y a quelque temps, je vous avais parlé de mon envie de refaire de la comédie. Et c'est typiquement là-dedans. La comédie, le cinéma, c'est des choses qui me font très envie et qu'un jour je ferai. Mais aujourd'hui, je ne peux pas juste être acteur, parce que si je voulais juste jouer dans un film, par exemple, ça c'est ce que je veux, mais qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de faire des castings, ça implique d'aller sûrement beaucoup à Paris, dans la capitale, ça implique de passer beaucoup de temps, et aujourd'hui, mon principal objectif, ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai fait une croix dessus, mais ce sera en son temps, voilà. Plutôt quand mes enfants seront partis de la maison, que j'aurai tout mon temps, là c'est quelque chose que je ferai. Parce que je prends toute la mesure de ce projet-là. Et je trouve que cette citation, elle est très belle. Elle nous invite vraiment à, quand on veut quelque chose, à prendre toute la mesure de la chose qu'on veut et pas juste avoir un vœu pieux et puis de se dire c'est ça que je veux comme un idéal et pas prendre la mesure de tout ce que ça implique. On ne veut pas juste l'arrivée, on veut tout le processus en fait. Allez, passage numéro 14. Quand une idée de plaisir se présente à ton esprit, garde-toi, comme pour les autres idées, de ne point te laisser par elle emporter, mais diffère d'agir et obtiens de toi quelques délais. Compare ensuite les deux moments, celui où tu jouiras de plaisir et celui où, ayant joui, tu te repentiras et tu te blâmeras. Oppose à ces pensées la joie que tu éprouveras. Et si les circonstances exigent que tu agisses, prends garde à ne pas te laisser vaincre par ce que la chose offre de doux, d'agréable et d'attrayant. Mais récompense-toi en pensant combien il est préférable d'avoir confiance que tu as emporté cette victoire. Donc ça, c'est un passage que j'aime beaucoup aussi. Ce passage, il insiste sur une des vertus dont je parlais au début de ce podcast, c'est l'importance de la tempérance. Et en fait que la maîtrise de son propre désir, elle apporte finalement plus de bonheur parfois que le plaisir fugace d'avoir cédé à des désirs immédiats. Typiquement, moi qui aime les voitures de sport et qui en ai une belle dans le garage, parfois j'aimerais en avoir une autre, mais je ne veux pas me séparer de la première. Et j'aurais les moyens d'en acheter une autre. Mais peut-être que, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je ressens, c'est que je préfère kiffer à fond la première. Et je sais que si je cède au plaisir de la nouvelle, alors oui, j'aurai un plaisir, mais il sera fugace parce que je sais qu'après, je m'en voudrais de ne pas avoir choisi, de ne pas avoir revendu la première, parce que j'ai pas les bras pour conduire 10 voitures en même temps, en tout cas 3. Donc voilà. Et en fait, au final, on se félicite, et peut-être nous invite à se féliciter pour avoir fait preuve de maîtrise de soi, plutôt que d'avoir pris une décision complètement irréfléchie. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir, justement, mais parfois ça fait du bien de différer un peu les choses, quand on met des choses qu'on veut dans son panier Amazon par exemple, ou quand l'achat d'une voiture de sport, on le diffère pour le bon moment, une récompense qu'on diffère pour le bon moment. Ça fait du bien plutôt que de craquer immédiatement pour un plaisir immédiat et après ressentir de la culpabilité, de se dire que c'était pas le moment de le faire. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant parce que dans le stoïcisme, il y a vraiment cette différence entre le plaisir immédiat dont on jouirait tout de suite, qui est court, qui est éphémère, et le bonheur. Le bonheur, c'est ce qu'on vise à long terme, qui va vraiment nous apporter cette sérénité, cette sagesse, ce bien-être durable. Et je vous propose qu'on passe au passage numéro 15. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. Et ça aussi, c'est un passage qui fait vraiment écho à mon parcours, c'est que le fait de quitter mon ancien job de chef d'entreprise dans les travaux publics, c'est une question que j'ai retournée dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. J'ai fait ça pendant presque 12 ans,
et j'ai retourné cette question depuis au moins 2012. Je suis parti en 2018, donc au moins la moitié du temps, pendant 6 ans. Et je me suis dit que j'ai pas l'impression d'avoir pris un rôle qui était au-dessus de mes forces, parce que je pense que j'étais un bon chef d'entreprise dans les TP, mais en tout cas, c'était pas le rôle de ma vie, quoi. C'était pas ce que je voulais faire. Et ce passage du livre d'Épictète, il est ouf, parce qu'il nous dit que, en fait, quand tu fais quelque chose pour lequel tu es pas fait, ou en tout cas pas là où tu dois être, tu rates doublement. C'est-à-dire que non seulement tu fais pauvre figure dans le rôle que tu es en train de vivre, d'expérimenter, mais en plus, ce que tu aurais pu faire, tu le laisses de côté, ça n'existera pas. On est dans Booba là, hein. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. Y a un peu de ça, quoi. Il y a vraiment un peu de ça. Quand on fait pas ce qu'on veut, quand on passe à côté de sa vie, on rate doublement, quoi. Si j'étais peut-être pas le meilleur entrepreneur de TP, en tout cas, je pense que j'étais bon, mais j'étais pas fait pour ça, c'est pas ce que je voulais faire. Mais si j'avais persisté là-dedans, je serais jamais devenu le super marchand de biens que je suis, je pense, ou le bon créateur de contenu que je suis aujourd'hui. En tout cas, je serais pas en train de m'éclater à faire ce que j'aime si j'avais pas saisi cette opportunité, si à un moment j'avais pas dit stop et je passe à autre chose. Donc voilà, je trouve que c'est tellement puissant de se dire qu'on rate doublement. C'est dur, mais c'est extrêmement puissant. Passage numéro 16. Les besoins du corps sont la mesure de ce que chacun doit avoir, comme le pied est la mesure de la chaussure. Si tu t'en tiens là, tu garderas la mesure. Si tu vas au-delà, tu seras par la suite nécessairement entraîné, comme dans un précipice. Il en est de même pour la chaussure. Si tu vas au-delà de ce qu'il faut à ton pied, tu prendras un soulier doré, puis un soulier de pourpre, puis un soulier brodé. Une fois qu'on a dépassé la mesure, il n'y a plus de limite. Et ça, je trouve que c'est un très très bon passage qui est extrêmement puissant, parce que moi, ce que j'ai voulu faire quand j'ai quitté la rat race, c'est vraiment avoir le moins de besoins possible, quoi. Essayer de faire attention de ne pas avoir beaucoup de besoins, de faire vraiment attention à ça. Et puis, je me suis acheté une jolie Tesla, et puis je me suis acheté une jolie Porsche, et comme j'aime l'automobile, j'en rêve d'une autre, et c'est vraiment de la conscience, en fait, de me dire, mais pour en avoir une autre, bon voilà, j'ai ma voiture de tous les jours, j'ai ma Tesla, c'est une très belle voiture, je l'adore, j'ai envie d'avoir un véhicule plaisir à côté, aujourd'hui je peux le faire, mais est-ce que ça sert à quelque chose de les empiler, par exemple, d'en avoir 3, 4 ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on en profite pleinement ? Et est-ce que c'est pas... On peut avoir la même chose pour les montres, par exemple. Aujourd'hui, les montres, j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup, je les porte pas tout le temps. Aujourd'hui, j'en porte aucune, par exemple. Et est-ce que finalement, d'en avoir plus d'une, c'est vraiment utile ? Souvent, on se rend compte qu'on porte toujours la même. Et c'est une question... voilà, je dis pas qu'aujourd'hui, je suis parfait et que j'ai atteint tous les steps et tous les levels du stoïcisme. C'est encore des choses qui me challenge et je suis encore en train d'apprendre et je suis encore en train d'avancer. Mais quand je lis ce livre, ça me fait réfléchir. Que pour les montres, par exemple, faire preuve de tempérance, et que, aussi loin que je me souvienne, je me suis jamais senti aussi heureux que dans les moments où j'avais le sentiment d'avoir très très peu de besoins, finalement. Et c'est vrai que les montres, je me rends compte qu'il y en a qu'une que je mets tout le temps. J'en ai une ou deux qui ont une grosse valeur sentimentale que je vendrai pas, mais même deux, on va dire, parce qu'il y en a une qui me vient de mon grand-père, et il y en a une qui était ma première belle montre, et qui symbolise aussi ma sortie de rat race, donc ces deux montres-là, je les vendrai pas. Je les porte jamais. Il y en a une que je porte tout le temps, et je pense que toutes les autres, je pourrais vraiment m'en séparer, et ça serait peut-être même bien de le faire. Je pense, pourquoi pas. Et Épictète, en fait, ce qu'il nous dit, c'est, il nous dit pas de ne pas le faire, il nous dit de faire attention, parce qu'une fois qu'on a dépassé la mesure, il n'y a plus de limite. Et c'est juste d'avoir ça en tête, peut-être, comme le petit diable sur l'épaule, d'avoir le petit ange qui nous dit attention à pas dépasser la limite, à pas faire n'importe quoi, parce que ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein. Si on fait pas attention à tout ça, voilà, quand on s'autorise parfois des belles choses et qu'on a les moyens de le faire, elles peuvent parfois nous posséder, il faut y faire attention. Alors pour les montres et les voitures, je reste quand même un Auvergnat et je sais compter, donc c'est toujours des choses qui vont prendre de la valeur. J'ai au moins ça, je ne mettrai pas mon argent dans des choses qui vont perdre de la valeur, mais en tout cas, ça aide à réfléchir. Le passage 17. Quand un homme te fait du tort ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il juge qu'il est de son devoir d'agir ou de parler ainsi.
Il est donc impossible qu'il suive ton sentiment, et il ne peut suivre que le sien, de sorte que, s'il juge mal, il ne nuit qu'à lui-même et vit seul dans l'erreur. De même, lorsque quelqu'un tient pour fausse une proposition qui est vraie, ce n'est pas la proposition qui en souffre, mais celui qui s'est trompé. Pars de ces principes et tu supporteras aisément celui qui t'injurie. Répète à chaque fois, il en a jugé ainsi. Alors ça, c'est pépito. Et c'est quelque chose qui m'a aussi vraiment, vraiment aidé, parce que, bien sûr, ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, des gens qui me critiquent, des gens qui me calomnient, et ça arrive à chacun d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, de me dire à chaque fois, quand une personne avait ce comportement à mon égard, il en a jugé ainsi, tout simplement. Voilà. Et au final, c'est lui qui vit dans l'erreur, c'est lui qui en souffre, et c'est pas moi. Et en fait, lorsque quelqu'un te fait du mal ou te critique, il faut juste se rappeler qu'il agit selon sa propre perspective, selon ses propres valeurs, et non selon les miennes, selon les nôtres. Et ça, c'est hyper important. Quand quelqu'un n'est pas dans votre système de valeurs, ça, c'est quelque chose qu'on voit en PNL. Des gens qui ont le même système de valeurs, ils pourront toujours s'entendre, ils pourront toujours se parler, ils pourront toujours se rabibocher, avancer ensemble. Mais des gens qui ne sont pas dans le même système de valeurs, la plupart du temps, ils sont condamnés à ne jamais s'entendre et ne jamais être d'accord. Et donc, dis-toi qu'une personne, elle agit selon ses propres valeurs et pas selon les tiennes. Et donc, en comprenant que ces jugements erronés, ils ne nous nuisent pas réellement à nous, mais qui placent lui-même, la personne dans l'erreur, on peut trouver la force de supporter ces injures avec sérénité, et en nous répétant simplement que c'est juste la façon dont il perçoit la situation. Et c'est tout. Et ça, c'est très très puissant, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et de se répéter à chaque fois, il en a jugé ainsi. Et on ressent les épaules, ça aide à avancer. Et ça, c'est très très bien. Donc merci encore Épictète. Depuis 2000 ans, tu viens nous aider. Et big up. Allez, il nous reste encore 3 passages. Un passage que j'aime beaucoup aussi. Toute chose a 2 anses. L'une par là où on peut la porter, l'autre par là où on ne peut pas. Si ton frère a des torts, ne le prends pas du côté par où il a les torts. Ce serait par l'anse où on ne peut rien porter. Prends-le plutôt par l'autre, te rappelant qu'il est ton frère, qu'il a été nourri avec toi, et tu prendras la chose par là où on peut la porter. Et ça, je trouve cette phrase très très puissante. Il nous encourage aussi à nous offrir d'autres perceptions, et il nous rappelle qu'on peut se concentrer sur les bons côtés d'une personne ou sur les mauvais côtés. On peut se concentrer sur ce qui nous unit ou sur ce qui nous divise avec quelqu'un. Et ça, c'est très très puissant. Quand j'étais entrepreneur de TP, j'avais un de mes salariés qui était une vraie tête de cochon. J'en ai beaucoup parlé sur ce podcast. Et Fred, si tu m'écoutes, tu m'en voudras pas. Mais par contre, qui était très très doué pour toutes les finitions. C'était quelqu'un de très minutieux, très appliqué. Et lui faire finir des chantiers, c'était un bonheur. Et donc, j'essayais toujours de le voir, pas par la tête de cochon qu'il était, ou des fois j'ai envie de le claquer, mais par le bon technicien qu'il était, et l'envoyer sur des missions qui allaient le mettre en valeur, où il allait beaucoup réussir. Et ça, c'est important, c'est un effort qui me vient d'Épictète. Hein. Tu vois, Fred, si je t'ai pas tapé dessus, à l'époque, c'est parce que j'ai lu Épictète. et ça on en sortit, tout le monde en sortait grandi, en fait. Nous deux parce qu'on s'était pas engueulé, toi parce que tu avais fait du bon boulot, et moi parce que j'avais fait un chantier qui allait bien se finir. Et en fait, tout le monde y gagnait. Et donc, parfois, bien sûr, la première leçon du stoïcisme, c'est ne pas se prendre la tête pour les choses qu'on ne peut pas changer. Donc si la relation elle est pourrie et que l'autre ne veut plus de nous, faut pas se prendre la tête avec ça. Juste, on peut pas le changer. Mais si la relation est pas pourrie, faire l'effort de voir la chose par le bon côté, la personne par ses bons côtés, par ce qui nous unit et pas par ce qui nous divise. Je trouvais ça très très puissant. Passage numéro 19. De tels raisonnements ne sont pas cohérents. Je suis plus riche que toi, donc je te suis supérieur. Je suis plus éloquent que toi, donc je te suis supérieur. Mais ceux-ci sont cohérents. Je suis plus riche que toi, donc ma richesse est supérieure à la tienne. Je suis plus éloquent que toi, donc mon élocution est supérieure à la tienne. Mais tu n'es toi-même ni richesse, ni élocution. Un passage incroyable, encore une fois. Tu n'es pas ce que tu possèdes, que ce soit ton élocution, que ce soit un podcast, de l'argent, une société de marchand de biens, une voiture incroyable, et même si tu croises la personne la plus riche du monde en face de toi,
elle n'est pas ce qu'elle possède et il ne faut pas s'identifier à ce qu'on possède. Et ça, je trouve que c'est fantastique de la part d'Épictète parce que voilà, ça permet de s'interroger aussi sur les gens qui sont dans notre entourage. Est-ce qu'ils nous aiment parce que, je dis n'importe quoi, parce qu'on fait des podcasts sur Internet, ou est-ce qu'ils nous aiment juste parce que c'est nos amis ? Voilà, moi, est-ce que avoir une jolie Porsche dans le garage, ça fait de moi quelqu'un qui va être... peut-être que je vais rentrer dans un club de Porschistes, et puis une fois que j'aurai plus de Porsche, je pourrai plus aller dans le club. Est-ce que c'est vraiment des amis, des gens comme ça ? Est-ce que c'est vraiment intéressant de côtoyer des gens comme ça ? Et si je m'identifie à la Porsche, encore une fois, c'est comme l'histoire du... Alors, je ne l'ai pas mis cet exemple-là, mais de se dire, si tu te vantes parce que tu as un beau cheval, et il a un exemple comme ça dans le livre Épictète, tu es dans l'erreur parce que c'est ton cheval qui est beau, il ne t'appartient pas. La beauté, elle appartient à ton cheval. Bah, ma Porsche, c'est un tas de ferraille, un très joli tas de ferraille, et sa beauté n'appartient qu'à elle. Moi, juste, je la possède pendant un moment, mais je ne suis pas cette voiture-là. Et j'étais heureux avant cette voiture, je serai heureux après cette voiture, et juste, j'en jouis tant que je la possède, j'en profite tant que je la possède, mais je ne m'identifie pas à ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et Épictète, il nous met vraiment en lumière tout ça, en nous disant, c'est pas parce que tu as l'indépendance financière que tu vaux plus que quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu as une plus jolie voiture que tu vaux plus que quelqu'un d'autre. Et si le côté pervers, c'est que si en plus tu t'identifies à ton indépendance financière ou à ta richesse, tu fais fausse route parce que tu t'entoureras des mauvaises personnes qui te regarderont que pour ça. Et tu seras encore plus dans l'égarement. Donc, tu es toi-même, tu es ce que tu as au fond de toi, tu es tes actes, tu es ce vers quoi tu diriges ton énergie, mais tu n'es pas ce que tu possèdes. Et ça, c'est extrêmement puissant aussi. Et la dernière, conduite et caractère de l'homme vulgaire, il n'attend jamais de lui-même profit ou dommage, mais les choses extérieures. Conduite et caractère du philosophe, il n'attend tout profit et tout dommage que de lui-même. Donc voilà, l'homme vulgaire, il attend tout des choses extérieures, que les choses lui arrivent toutes cuites. Et le philosophe, il attend tout profit et tout dommage que de lui-même. Il est 100% responsable. On terminera avec cet exemple. Épictète nous invite encore une fois au 100% responsable. Et c'est comme ça que vient le bonheur. Vous je le dis souvent, liberté ne rime pas avec sécurité. Liberté rime avec responsabilité. Être libre, c'est être responsable. Alors avant de se quitter, vous savez, j'aime bien donner des petits exercices quand même. Comment on fait pour devenir soi-même stoïcien, pour vraiment intégrer cette philosophie d'Épictète ? Alors déjà, merci Épictète pour les 20 passages qu'on a lus. Ça fait longtemps que tu n'as plus mal aux dents, cher ami, mais ton message est transmis. Et 2000 ans après toi, on en parle encore, donc merci pour ces passages. Comment on fait ? Déjà, on se procure le manuel d'Épictète, on le lit, il y a 20 pages. On peut l'avoir partout avec soi, c'est un tout petit bouquin, il tient dans la boîte à gants de la voiture. Et ça aide énormément, c'est un concentré de sagesse. Alors comment on peut faire aussi pour intégrer la philosophie stoïcienne dans sa vie ? Il y a la méditation quotidienne, donc c'est prendre chaque jour un moment. Alors c'est pas une méditation au sens feng shui, câlin aux arbres, c'est juste de prendre 10 minutes chaque jour pour réfléchir à ses actions, à ses désirs, à ses valeurs. Vraiment prendre 10 minutes, un quart d'heure d'introspection quotidienne. On peut le faire quand on est dans la voiture, on peut le faire quand on cuisine, mais vraiment, voilà, faire cet exercice quotidien de réfléchir 15 minutes, 20 minutes sur soi, faire son introspection. Le deuxième petit exo que je pourrais donner, c'est pratique de l'indifférence. Essayez vraiment d'apprendre à rester serein face aux événements qui nous arrivent, aux événements extérieurs, les prendre juste comme des événements en fait. Je le vois par exemple pour nos futurs bureaux, nos super bureaux qu'on aimerait bien voir le jour, on va de déconvenu en déconvenu. Je pense qu'on devrait y arriver, mais on a beaucoup d'embûches. On pourrait être tenté de dire que mais qu'est-ce qu'on a fait à l'univers, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pourquoi il nous arrive tout ça, qui est-ce qui nous en veut ? Et au final, les événements extérieurs, c'est juste des événements extérieurs, ils sont neutres, et à nous d'en tirer parti, à nous en tout cas de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quelles décisions on prend. Donc en ce moment, ça m'aide à pratiquer ça, à pratiquer cette indifférence face aux événements extérieurs. Le dernier exercice que je pourrais vous donner, c'est la visualisation négative. C'est un exercice que j'ai fait beaucoup, que je fais encore beaucoup. C'est imaginer les pires scénarios, les plus difficiles, pour être préparé mentalement. On le voit aussi avec la PNL. Je le disais tout à l'heure, c'était peut-être le premier maître PNL, Épictète, c'est de s'offrir
plein de perceptions, s'offrir plein de perceptions qu'on pourrait avoir de la situation. L'idée, c'est, avec la visualisation négative, ça va être d'imaginer les pires scénarios qui peuvent nous attendre pour être préparé mentalement à tout ce qui pourrait nous arriver de pire. Et on voit que une fois qu'on a tous ces panels-là, on est prêt à tout en fait. On a, sur chaque chose qu'on va entreprendre, chaque nouvel investissement qu'on va faire, en ayant imaginé tous les scénarios, on est prêt à tout et on n'est jamais pris au dépourvu. Et je trouve que c'est un superbe exercice que nous ramènent les stoïciens. Et donc voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. Alors pour reboucler sur ce que je disais au départ, au final la philosophie, elle est faite pour le peuple, par le peuple pour le coup, et pour nous aider à aller mieux. Et quand je dis par le peuple, pour le peuple, c'est ce qui est fou, c'est qu'on a un empereur et un esclave dans le même livre. C'est ça qui est fou, quelqu'un qui était tout en haut de la pyramide sociale et quelqu'un qui était tout en bas. Et finalement, les deux ont exactement le même discours sur la liberté. C'est une philosophie que beaucoup de personnes cherchent à intellectualiser à tout prix. Moi, j'aurais un peu fait l'inverse sur ce podcast, je l'aurais vulgarisé à tout prix. Donc par contre, c'est pas quelque chose de facile. Le stoïcisme, ça nécessite de la rigueur, ça nécessite de la discipline. C'est de la bienveillance, mais avec beaucoup de discipline derrière. Et c'est ce qui nous permet de faire la différence et de creuser l'écart entre un plaisir fugace qui va pas durer longtemps et un bonheur qui sera durable et empreint de sagesse en tout cas. Donc je vous encourage vraiment à vous procurer ce manuel qui fait du bien. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve sur ce podcast dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.